J'ai énormément de choses à vous dire, beaucoup de messages à vous faire passer. Au départ, ce sont des choses que vous connaissez plus ou moins. Donc je vais aller encore plus vite au début, peut-être un peu moins après, on verra. Ça va dépendre du timing. Mais en tout cas, effectivement, je vais commencer par vous faire un rappel des titres. Et vous allez voir, je pense que il est temps, même nous, même vous, à certains égards, de se réveiller et de voir qu'on n'est pas encore là où on devrait être. Et c'est pas juste une question d'aller plus vite, aller plus fort, aller plus loin. Hein. C'est une question de changer de posture. Même vous, il y a des problèmes de posture, il y a des problèmes dans l'approche, il y a des fautes méthodologiques graves. Vous n'êtes pas les pires, mais on fait tous des fautes méthodologiques graves. Et on est tous aussi contraints par des cadres institutionnalisés, plus ou moins, qui nous imposent souvent des limites dans ce qu'on est capable de faire, de la manière dont on s'y prend, la posture que l'on peut avoir. Bon, et je pense que ce n'est pas un petit problème, je pense que c'est un gros problème. Je pense qu'en faisant ça, on passe juste à côté de l'essentiel. C'est pas qu'on fait pas assez, non, on passe à côté de l'essentiel. Il y a des malentendus. Et parmi ces malentendus, il y a un grand malentendu, en permanence, je l'entends en permanence, ne me dites pas que c'est faux, je l'entends en permanence. Le malentendu, c'est que on connaît les problèmes. Voilà, on les connaît les problèmes. Voilà. Donc on a aujourd'hui des gens de renom qui passent dans les médias pour nous dire, voilà, les politiciens, c'est terrible, voilà, c'est désespérant parce qu'ils font pas ce qu'il faut alors qu'ils savent. Alors le fait la première partie de la phrase, ils font pas ce qu'il faut, alors ça on est d'accord. Hein. Mais alors qu'ils savent, on n'est pas d'accord. Ah, ils savent plein de choses, mais ils n'ont pas compris l'essentiel. Parce que le message essentiel ne leur a pas été passé, je pense. Moi, je pense. Pourquoi je dis je pense? Non, je le sais. Le message essentiel ne leur a jamais été passé par personne, par aucun des grands pontes et des grandes personnalités beaucoup plus connues que moi et beaucoup plus réputées qu'ils ont vues et qui les ont conseillées. Alors on va essayer de voir ce qui manque. Mais d'abord, revenons une fois plus sur le rappel des titres et essayons de comprendre, de recomprendre et peut-être de décomprendre un certain nombre de choses. Nous avons face à nous une problématique, mesdames et messieurs, qui est systémique. Toutes les incidences de cette problématique impactent les différentes dimensions de ce qu'on appelle le système Terre. Donc on va partir de très haut pour ensuite redescendre de très bas et se seconder. Il faut avoir cette cohérence d'ensemble du haut vers le bas pour savoir au final en entonnoir ce qu'on peut faire au niveau des territoires. En cohérence une fois de plus. Le système Terre, bon, c'est 6 choses différentes, c'est 6 dimensions différentes. C'est là où il y a de la vie sur Terre en réalité. D'abord c'est la lithosphère. La lithosphère, c'est la couche externe du manteau terrestre. On en tient un certain nombre de ressources que les sociétés humaines doivent utiliser pour fonctionner, mais aussi pour organiser des changements, notamment du pétrole. Nos sociétés n'existent sous la forme sous laquelle elles existent que parce qu'il y a eu et il y a encore une abondance de pétrole bon marché. S'il n'y avait pas une abondance de pétrole bon marché, nous n'aurions pas l'aménagement du territoire que nous avons, nous n'aurions pas les routes que nous avons, nous n'aurions pas l'urbanisme que nous avons, nous n'aurions pas les moyens de déplacement que nous avons, nous ne porterions pas les mêmes fringues, nous ne mangerions pas la même chose, l'économie ne serait pas du tout la même, nous n'aurions peut-être pas de mondialisation, l'économie, tout le monde serait absolument différent. Donc, c'est la condition sine qua non et la mauvaise nouvelle, tout quelque part, bon, elle est bonne à certains égards, mais mauvaise si on ne s'y prépare pas, c'est que nous allons sortir, quand je dis nous, c'est l'humanité, de l'ère du pétrole abondant et bon marché. Voilà. Et on va en sortir, c'est pas demain matin, mais ça peut être dans moins de 10 ans, ou dans un peu plus de 10 ans, ou dans peut-être un peu plus de 15 ans dans le meilleur des cas, mais ce sera largement avant 2050. C'est pas moi qui le dis, je ne me fie qu'aux meilleurs experts sur la question. Nous avons en France de très bons experts, par exemple, chez Carbone 4, mais au Shift, mais nous avons aussi d'autres experts chez Reichstadt, etc., qui publient, voilà, et de temps en temps quelques publications de l'Agence internationale de l'énergie, même s'il leur arrive de dire de grosses bêtises. Nous avons globalement, effectivement, donc une société qui fonctionne avec uniquement une abondance de pétrole, qui doit être bon marché, mais pas trop. S'il est trop bon marché, l'économie, enfin l'industrie s'effondre. Donc c'est un équilibre extrêmement subtil qu'on ne maîtrise pas, surtout nous qui nous sommes très peu producteurs de pétrole. C'est à la fois est-ce qu'il y a du pétrole, il y en a. Est-ce qu'on est capable de le sortir, et de le raffiner, et de le distribuer? Comment? À quel coût? La question, c'est pas est-ce qu'il y en a dans le sol, la question, c'est est-ce qu'il y en a à Paris, ou là où vous êtes. Et quand? Est-ce que c'est un flux stable, fiable, prévisible, ou est-ce que c'est un beaucoup un jour et puis le lendemain? Est-ce que ça coûte cher? Est-ce que le prix est volatile ou est-ce qu'il est stable? Qui a ce pétrole? Pour faire quoi? Qui décide et selon quels critères? Vous verrez ces questions-là, mais on va se les poser. On ne se les pose pas aujourd'hui, mais on se les posera largement avant 2050, je pense. Les grandes découvertes de pétrole, c'était il y a plus de 50 ans. Pétrole conventionnel. Aujourd'hui, on est descendu à un taux de remplacement du pétrole conventionnel d'environ 16%, c'est-à-dire que pour chaque baril qu'on trouve, on en consomme 6. Nous avons des tentatives pour faire baisser la demande. Dans certains pays, ça fonctionne. Globalement, au niveau mondial, ça ne fonctionne pas. Et l'offre commence, elle stagne, et elle va très certainement baisser. Voilà, le pic de pétrole conventionnel, c'était en 2008 à peu près. Entre 2010 et 2010 selon les analyses, le pic tout pétrole, incluant le pétrole non conventionnel, on ne sait pas exactement quand il l'est, quand il sera,
il a peut-être déjà eu lieu, parce que pour l'instant, on est en deçà du maximum qui était en novembre 2018. Donc on verra bien si on remonte un peu au-dessus ou pas, mais même si on remonte au-dessus, on est pas reparti pour une hausse. On est au mieux, de toute façon, sur un plateau oscillant avant la baisse définitive. La vitesse de cette baisse définira si nos sociétés peuvent s'adapter ou si elles s'effondreront. Si la baisse c'est 1%, ce sera difficile, mais on pourra s'adapter. 1% par an. Si la baisse c'est 2%, on pourra s'en sortir si on a une économie de guerre. Si la baisse c'est plus de 4%, on s'effondrera. Voilà. Je vous le dis à peu près, hein, c'est des ordres de grandeur. Il y a des études là-dessus aux États-Unis. Après, la société américaine n'est pas tout à fait comme la nôtre non plus. Donc la transposition de ces études dans la France, il faut voir, mais c'est d'un ordre de grandeur. Nous sommes sur le point de sortir de l'ère du pétrole et du gaz naturel, d'ailleurs, j'en parlerai pas, mais c'est très important, abondant et bon marché. Et il faut bien se le dire, cette ère-là, comme le pétrole, certes, ne fournit qu'à peu près un tiers de l'énergie primaire mondiale, mais que sans lui, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, la sortie de l'ère du pétrole abondant et bon marché, c'est à peu près la sortie de l'ère de tout le reste abondant et bon marché. Et ça va être une disruption majeure. La France, comme je disais, n'est pas un pays très producteur de pétrole. Entre le bassin aquitain et le bassin parisien, environ 1,5% du pétrole qu'on consomme. Au-delà de ça, nous avons des minerais, qu'on trouve dans la lithosphère également. Alors ces minerais, on les utilise pour tout. On les utilise pour nos gadgets technologiques favoris. On les utilise également pour la grande transition énergétique, évidemment, dont on a besoin. Nous ne sommes pas non plus, ni en France ni en Europe, très producteurs de minerais, donc nos pays sont tributaires de notre capacité à importer cette ressource sur des marchés qui vont sérieusement se tendre. Nous n'avons pas de coordination internationale viable, fiable, pour organiser une transition énergétique planétaire. Nous avons juste une somme de transition énergétique essentiellement nationale, avec des organes, des instances, des cadres de conversation, avec derrière des décisions qui sont prises qui ne sont pas souvent très contraignantes, et chacun rentre ensuite chez lui, il fait ce qu'il veut ou ce qu'il peut. Faisons un petit zoom sur le cuivre. Aujourd'hui, la transition énergétique, par le développement, essentiellement, c'est pas que ça, mais par le développement de renouvelables, va demander énormément de métaux en plus, et donc notamment du cuivre. Un véhicule électrique, c'est environ entre 70 et 80 kg de cuivre. Un véhicule thermique, c'est en moyenne 20 kg de cuivre. Voilà, des moteurs électriques en plus, c'est du bobinage en plus. Des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, il faut relier, c'est du réseau électrique en plus. Et pour l'instant, on ne sait pas bien faire ça s'il n'y a pas de cuivre. Donc le cuivre, on en a besoin. Bon, le cuivre, il y en a beaucoup encore, voilà. Mais le cuivre, il y en a surtout à certains endroits. Il est très concentré en Amérique du Sud. Notamment, les plus grosses réserves sont de loin au Chili, et les estimations varient globalement entre 25 et 40% du cuivre qui serait au Chili. Après, il y a le Pérou également, juste à côté. Bon, donc là, il y a une grosse zone. Si on n'a pas le cuivre du Chili, ça va être pas possible, si vous voulez. Même avec le cuivre du Chili, en réalité, ça va être pas possible. C'est-à-dire que si on fait la somme de tous les projets proposés par les pays, et qu'on regarde et qu'on évalue à peu près ce que ça demande, on n'a pas tout à fait assez de ressources. Mais malgré tout, bon, on n'est pas contraint, là, demain matin, par un manque de cuivre sur le plan géologique. Alors, le problème, il est ailleurs. C'est qu'aller chercher le cuivre, comme d'ailleurs tout le reste dans la Terre, aller chercher le cuivre demande énormément d'eau douce. Et voilà le problème. Le problème, c'est que l'aridité perturbe la production de cuivre au Chili. Les mines de cuivre au Chili sont victimes du manque d'eau. À la capitale du Chili, des fois, il n'y a plus d'eau au robinet. On a des experts qui nous disent que le cuivre fait face à une perspective de pénurie de long terme parce que la demande est déjà supérieure à l'offre. Les spécialistes du cuivre nous disent que le monde doit se préparer à une grave et longue pénurie de cuivre. Les experts des matériaux au sens global, ceux qui s'étaient réunis un an et demi environ en France, à Nancy, au World Materials Forum, ont lancé une alerte rouge à la pénurie de matériaux pour la transition énergétique. Ça n'est pas passé au JT. Et là, il y a 6 mois environ, ce rapport de l'OCDE qui dit « La production et les échanges internationaux des matières premières les plus essentielles, qui ont pourtant progressé rapidement au cours de la dernière décennie, n'arrivent plus à suivre les prévisions de demande relatives aux métaux et aux ressources minérales nécessaires pour transformer l'économie mondiale et passer d'un monde où les combustibles fossiles dominent à une ère axée sur les technologies d'exploitation des énergies renouvelables. » Un peu pompeux, mais on a compris. Donc déjà, on est en 2023, le grand projet de transition énergétique du monde. Attention, hein, c'est pas rien du tout. C'est quand même le projet sur lequel repose, soi-disant, notre survie, hein, pour éviter un cataclysme climatique planétaire. Bon, mais ce projet-là, il ne va pas marcher. Il ne marchera pas. On fait des choses, hein. C'est mieux avec que sans. Pas à tous les points de vue, mais du point de vue climatique. Voilà, et on va continuer à faire des choses. Mais le problème, comme je disais, on n'a pas d'instance de coordination mondiale. Sur un marché qui va se tendre, avec des ressources que tout le monde ne pourra pas avoir parce qu'elles vont devenir beaucoup plus chères très certainement, qui va avoir ces ressources? Les pays où il y en a le plus besoin? Non, les pays les plus riches. Voilà.
Et donc, la Norvège, pas de problème, elle pourra aller encore plus dans la décarbonation. Mais le monde, il s'en fout de la décarbonation de la Norvège aujourd'hui. Voilà, le monde, il veut que l'Inde décarbone. Donc les Norvégiens devraient investir dans la décarbonation de l'Inde. Ils le font? Je pense pas. Ils vont le faire? Je crois pas. Et cela dit, pendant ce temps-là, on dit qu'il faut mettre 100 milliards de dollars pour aider les pays pauvres à faire la transition. On ne les met pas. Par contre, on en est 450 milliards sur les subventions aux énergies fossiles, toujours. Ça ne marchera pas. Pas complètement, pas assez. Alors ces enjeux sont des enjeux d'énergie ou de matières premières? Mais les deux, mon colonel, puisque les minerais étant de moins en moins concentrés, il faut de plus en plus d'énergie pour aller les chercher, mais l'énergie étant de moins en moins accessible, il faut de plus en plus de minerais pour la produire. C'est l'un multiplié par l'autre qui fait ce qu'on appelle en dynamique des systèmes une boucle de rétrorelation positive, autrement dit un emballement du système, dit autrement, on va atteindre des limites et on va le faire beaucoup plus vite que ce qu'on croit. Voilà le problème. Ensuite, donc ce projet-là, cette vision-là, ne fonctionnera pas. Je rappelle que quand même, selon pas mal de spécialistes, il y a 3 grands leviers de la transition énergétique. Il y a le levier renouvelable, on va produire l'énergie différemment, on va la stocker différemment, on va l'utiliser différemment. Ça, on le fait. Voilà. Il y a un deuxième levier qui est l'efficacité énergétique, par voie d'innovation. On le fait, on s'améliore, mais pas du tout assez vite pour que ça commence à représenter un début de solution à notre problème. Et le troisième levier, c'est la sobriété énergétique. La sobriété énergétique, un peu comme ce qui a été dit, mais contrairement à ce que pensent beaucoup de gens. Je pense que vous n'en avez jamais entendu parler par nos dirigeants. Moi, en tout cas, jamais je n'ai entendu nos dirigeants parler de sobriété énergétique. Alors, il y a certains qui se disent, bah si, quand même, Borne, elle a dit le mot. Puis Macron aussi, il a dit le mot. Oui, ils ont dit le mot. Ils n'ont pas parlé du concept. Ils ont dit, la sobriété énergétique, oui, il faut s'y mettre, mais ce ne sera pas par la décroissance, mais par l'innovation. Faux. Non, l'innovation, c'est pour l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est produire la même chose avec moins d'énergie au passage. La sobriété, c'est le contraire, c'est produire moins. C'est produire moins. C'est consommer moins. Ça ne se fera pas sans une forme de contraction économique. Alors, il y a 2 leviers pour la sobriété. Il y a rogner sur les gaspillages. Ça, on peut le faire et c'est déjà un gros levier. Mais même si nous supprimions tous les gaspillages, ce qui est impossible, que ça, on n'aurait fait même pas un tiers du chemin. On a besoin de produire et de consommer moins. Et ça, personne n'en parle. Je le dis, enfin si, il y a des croissants, des militants, mais pas les élites. La deuxième partie du système Terre, je continue à aller vite, c'est l'hydrosphère, l'ensemble des eaux de la planète. Si on regarde un peu l'état de l'hydrosphère au niveau planétaire, c'est terrible. Donc haute surface, haute profondeur, etc. C'est pollué chimiquement absolument partout, plus ou moins bien sûr. C'est pollué physiquement, ici c'est du plastique, c'est aux Philippines. Ça concerne les hommes mais aussi les animaux, sur Terre comme en mer. Nous avons des phénomènes d'acidification des océans, on voit ça au niveau des coraux. Les barrières de corail vont probablement disparaître, puisque les experts nous disent que si on atteint un seuil de réchauffement de 2 degrés Celsius par rapport à l'ère industrielle, c'est minimum 99% des coraux qui disparaîtront. Or, c'est 25% de la vie marine qui en dépend pour survivre, soit pour se reproduire, soit pour s'y abriter. Donc ça va être rigolo. Nous avons des phénomènes évidemment de réchauffement de l'hydrosphère, un phénomène d'augmentation du rythme de hausse du niveau de la mer, on est presque à 5 mm par an en moyenne mondiale. Nous avons des phénomènes de salinisation des nappes phréatiques. Ici, ce monsieur qui est au Bangladesh, qui était un agriculteur quelques années auparavant, pour lui c'est fini parce que la nappe phréatique dont il dépend est saumâtre, devenu saumâtre. Nous avons des phénomènes d'assèchement, ça c'est la Loire il y a 1 an et des poussières. C'est la Loire proche de Nantes. Ça, on nous avait prévenu que ça arriverait, mais on pensait que ça arriverait dans les années 2040. Ça arrive beaucoup plus tôt que prévu. Et puis on a des phénomènes de désoxygénation des écosystèmes marins, avec peu, moins, voire plus du tout d'oxygène des fois, et avec des écosystèmes entiers qui suffoquent et s'effondrent. La troisième dimension du système Terre, c'est la cryosphère. C'est une sous-partie en fait de l'hydrosphère, c'est l'eau, mais sous forme solide. Ce sont les glaciers, les inland seas, donc Groenland, Antarctique. Ce sont c'est la banquise, la calotte, et le permafrost, ou pergélisol, le sol gelé des hautes latitudes, comme vous devez le savoir. Évidemment, ça fond, je ne vous apprends pas. Le dernier rapport spécial du GIEC consacré à ça, c'était en 2019, disait déjà, mais ça a été confirmé par beaucoup d'études depuis, que ça fond plus vite que ce qu'on est capable de modéliser aujourd'hui. On sait par contre que l'Arctique se réchauffe en moyenne 4 fois plus vite que le reste du monde. La quatrième dimension du système Terre, c'est l'atmosphère. L'atmosphère, on en change la composition chimique assez rapidement. Si on essaie de reconstituer le passé de sa composition chimique avec les carbotages glaciaires en Antarctique, sur plus de 800 000 ans, on voit qu'il y a des hauts et des bas, et on le sait par plein d'autres proxys, on sait que ça corrèle extrêmement bien, le haut avec des périodes interglaciaires, le bas avec des aires glaciaires. Et aujourd'hui, on est là. Donc on n'est plus du tout dans un cycle naturel. Voilà, si on zoome sur les 2000 dernières années, ça fait ça. Donc là, c'est Jésus. C'est beau.
Ah, hop. Et si on regarde l'équivalent en termes de température, ça donne ça. On n'est pas dans un cycle, mais ça, je pense qu'ici, à peu près personne, a priori, qui ne le sait pas. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que ça décarbone? Puisque manifestement, c'est ça l'enjeu. Mauvaise nouvelle? Non, ben non. Voilà. Donc ça, c'est publié il y a 2 mois par le GIEC. Cela dit, ça s'arrête en 2019, mais voici les émissions mondiales de gaz à effet de serre. Et ça n'a pas décru depuis, je pense. Enfin si, il y a eu une stagnation sur justement 2020, peut-être 2021, mais ça a reparti à la hausse largement. Donc il n'y a pas, si vous voulez, de décarbonation au niveau mondial. Alors certains disent, oui, mais des pays ont réussi. Des pays ont réussi, regardez, il y a certains pays, la France d'ailleurs, qui ont réussi à avoir un taux de croissance économique positif. Le PIB continue d'augmenter, bon, faiblement, mais il augmente. Et pourtant, qui ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre, y compris en intégrant les émissions importées. Formidable. Donc c'est possible. Donc il ne restera plus qu'à généraliser ça à l'ensemble de la planète. Mais ça ne sera pas possible, par contre. Ça, je vous le dis tout de suite. Hein. Ça, précisément, c'est pas possible. Parce que si certains pays comme le nôtre ont réussi à faire ce découplage très léger, pas constant, largement insuffisant au découplage qu'il faudrait, mais bon, c'est quand même un découplage absolu entre l'économie et les émissions. Si certains pays ont réussi à faire ça, c'est pourquoi? C'est parce que ce sont des pays riches qui ont développé beaucoup des activités à haute valeur ajoutée en termes de rendement économique, en termes de production de PIB. Donc c'est de la banque, des assurances, c'est des super cabinets d'experts en optimisation fiscale, c'est des choses comme ça. Et ça, ces choses-là, ça rapporte beaucoup d'argent, mais si vous voulez, ça pollue effectivement, directement, relativement peu. Là. Mais si ces gens peuvent faire ça, c'est parce que tout le monde va bosser dans des voitures qui sont 9 fois sur 10 pas produites en France. De toute façon, même si elles sont produites en France, elles sont plein de choses qui ne sont pas produites en France. Les pneus, ça ne pousse pas en France, le caoutchouc. À moins qu'il y ait des plantations d'EVA, je ne sais pas, je crois pas. Nous avons également à l'intérieur des puces qui sont produites qu'à Taïwan, et puis les gens ils portent des vêtements qui ne sont pas produits chez eux, puis ils mangent des choses qui ne sont pas produites en France ou qui ont été produites en France, mais avec des intrants qui n'ont pas été produits en France. Et tout ça de toute façon fonctionne au gaz et au pétrole qui n'est pas produit en France. Il n'y a pas moyen de raisonner au niveau national, ça n'a pas de sens. Au niveau international, c'est pas possible de découpler, d'ailleurs ça le prouve, ce ne sera jamais possible. On est totalement en train de surcoupler, on s'éloigne de l'objectif, et on s'éloigne de plus en plus vite de l'objectif de surcroît. Parce que si nous on peut découpler, c'est parce que d'autres pays lourdement industrialisés ne pourront jamais le faire, mesdames et messieurs. Ça ne sert à rien de dire, bah, regardez si on est arrivé là, là, là et là, prendre quelques exemples en disant, bah, du coup, il ne reste plus qu'à généraliser ça. Bah, c'est pas possible, voilà, c'est tout simplement pas possible. On y reviendra un tout petit peu après. Donc voilà, on produit aujourd'hui encore l'énergie mondialement avec 80% des combustibles fossiles, donc c'est massivement carboné, et il n'y a pas vraiment de décarbonation à l'œuvre. Si on regarde ensuite ce que nous proposent les COP, alors les COP, formidable les COP, il y a beaucoup de gens très intelligents, et beaucoup de gens bien intentionnés qui sont dans les COP. Et quelques autres. Mais si on regarde les COP, nous avons... c'est pas n'importe quoi, c'est pas l'aïe-laï. Les gens, il y a un cadre. Le cadre, il est fixé par la CCNUCC, la Convention de cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Vous pourrez trouver ça en ligne facilement, c'est gratuit. Article 3, alinéa 5. On a besoin d'une croissance économique durable et d'un développement durable, et il ne faut pas entraver le commerce international. Voilà, c'est clairement posé. Là, l'ensemble finalement de ce processus, qui sont les COP depuis déjà quelques années, c'est quoi? C'est essayer de résoudre un problème en dérangeant le moins possible le système qui engendre ce problème. Alors, ça ne devrait pas être une surprise que ça ne marche pas. Voilà comment on augmente la concentration atmosphérique en CO2, et ça c'est depuis le début des COP. Donc s'il n'y avait pas eu les COP, attention, hein, on serait là. Moi je prends, hein, je prends. C'est mieux avec que sans. C'est un outil dans la boîte à outils. Et c'est pas la solution. Les COP ont un potentiel de freinage, pas de marche arrière. Donc on peut appuyer à fond sur le frein, on ne fera pas une marche arrière. Et sur les émissions, on a besoin de faire une marche arrière. En France, la meilleure évaluation aujourd'hui qui existe de l'empreinte carbone d'un Français, c'est celle de Carbone 4, meilleure que celle du gouvernement parce qu'ils prennent en compte tous les gaz à effet de serre. Nous sommes aujourd'hui à environ 10 tonnes équivalent CO2 par an par personne. C'est essentiellement chez nous la voiture, individuelle bien sûr, le gaz et le fioul pour se chauffer, la viande et les produits laitiers. Et il faut qu'on passe dans les 27 prochaines années à 2, donc divisé par 5. Alors ça, ce qu'on ne dit pas aux gens, c'est que ce passage de la ligne 1 à la ligne 2, très hypothétique, hein, ce passage c'est un changement de civilisation. C'est pas des ajustements. Non. On change de mode de vie radicalement. Bon. On le fait? Non. On veut le faire? Non. On va le faire? Je crois pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Allez, je continue. Je pourrais les développer. Des fois, je me lance dans des diatribes, là, mais je n'ai pas le temps. Le système Terre.
5e dimension, la biosphère, l'ensemble du vivant, tout ce qui vit, toutes les formes. Il y a des dizaines de milliers d'études. Moi, celles que j'utilise, c'est les deux suivantes, surtout parce que je les trouve absolument frappantes. Et ce sont des gens qui ont reconstitué les dynamiques de population de vertébrés partout dans le monde. Environ 32 000 populations de vertébrés, et ce depuis 1970. Donc la dernière mise à jour de l'étude s'arrête en 2018. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'il y a des taux de déclin absolument partout, sur les 5 continents, dans tous les océans. Plus ou moins évidemment, là où c'est le pire, c'est l'Amérique du Sud, notamment à cause du bassin amazonien. Mais globalement, il y a des taux de déclin partout. Et si on fait la moyenne de ces taux de déclin, et bien sur 48 ans, on obtient 69%. Et donc quoi? Et donc, mesdames et messieurs, la vie sur Terre est en train de s'effondrer. C'est un truc de fou quand même. La vie sur Terre est en train de s'effondrer. C'est pas une théorie, ce sont des observations. C'est pas remis en question, même si on ne peut pas suivre évidemment tous les animaux sur Terre, ou toutes les plantes. Donc c'est un échantillonnage, mais c'est un gros échantillon qu'on a maintenant, et sur l'ensemble de l'échantillon, on observe la même chose. La vie sur Terre est en train de s'effondrer, et on regarde Netflix. Mais qu'est-ce qu'on fout? Si on regarde maintenant, ça c'est les vertébrés, si on regarde les mammifères, on évalue aujourd'hui, il y a deux études majeures là-dessus, globalement on évalue la même chose, conclusion similaire. Comme à peu près 62% de la biomasse représentée par les mammifères terrestres et marins, c'est les animaux d'élevage et les animaux domestiques, 34% les humains, il reste 4% de faune sauvage. D'ailleurs, on réévalue à 3% par une étude plus récente. Bon, alors, non, on ne se bouge pas particulièrement, on attend quoi? D'être à 2%? Est-ce que 1% ce sera suffisant pour se bouger vraiment? Est-ce qu'on attend d'être à 0? Fun fact, on fait partie de la vie sur Terre. 6e et dernière dimension du système Terre, la pédosphère. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est pas ce que vous croyez. C'est les sols. Les sols, les experts nous disent que 75% des sols au niveau mondial sont dégradés par les activités humaines. C'est essentiellement un certain modèle d'agriculture. Et c'est essentiellement la déforestation et l'artificialisation, enfin, l'anthropisation des sols pour produire énormément de protéines mangées par qui? Par les animaux d'élevage. C'est essentiellement ça. La cause première de manque, il y a deux causes premières de manque de bouffe au niveau mondial. Un, c'est une question de distribution, parce qu'il y aurait la bouffe, sauf qu'elle ne va pas du point A au point B où il y en a besoin. Deux, c'est là le développement massif de la consommation de viande. 77% des terres au niveau mondial, des terres agricoles, de la surface agricole utile, est consacrée à l'élevage. C'est surtout pour faire pousser la bouffe des animaux d'élevage. Or, ces 77% ne permettent de remplir que, ne remplissent les besoins que 18% des besoins caloriques globaux. Donc, on peut évaluer à la louche, parce qu'après, ça dépend des hypothèses que l'on fait, mais que si nous divisions, c'est tout à fait hypothétique, par 2 la production de l'élevage au niveau mondial, nous pourrions multiplier par environ 1,9 la quantité de calories alimentaires produites. Et bien, tout ça, je ne vous ai pas donné mon avis jusqu'ici, parce que ça n'a aucun intérêt, l'avis de Keller. Moi, je ne suis pas un expert des sujets en question, je suis un expert de comment on les relie entre eux. Et on va y venir. Et donc là, on a un état assez objectif, parce que je ne suis pas allé chercher les études qui me plaisaient, j'ai pris vraiment des études de référence, donc personne n'a remis en question les conclusions. Il y a encore pire, si j'avais voulu. Ça, déjà, c'est un état des lieux assez franc du système Terre. À côté, ou plutôt avec, entremêlé le système Terre, il y a l'anthroposphère, c'est la somme des humains, la sphère des activités humaines, c'est à la fois les constructions anciennes et actuelles, ce sont les objets, les produits, les déchets, et nous. Et l'anthroposphère explose, donc il y a plusieurs études sur l'anthropocène, voilà, notamment celle-ci que vous connaissez peut-être certains d'entre vous, la grande accélération 2015, qui à gauche évalue un certain nombre d'indicateurs liés aux activités humaines qui explosent depuis à peu près les 30 glorieuses. Voilà, donc que ce soit l'énergie primaire, l'utilisation d'engrais, la production de papier, l'usage de l'eau, les transports, télécom, tourisme. À droite, nous avons les impacts sur le système Terre, qui évidemment explosent eux aussi. La concentration atmosphérique en gaz à effet de serre, l'acidification des océans, la surface de température, l'accumulation d'azote dans les zones côtières, la perte de forêts tropicales, etc. Donc, globalement, l'anthroposphère, boum, effet sur le système Terre, boum. Depuis quelques décennies. Et on nous dit, et vous-même, je le sais, ne le cachez pas, vous le dites ou vous l'avez dit, moi-même je l'ai dit, alors, l'humanité est confrontée à une crise écologique. Et j'entends tout le monde dire ça tout le temps. Mais c'est faux. C'est la nature qui est confrontée à une crise humaine, mesdames et messieurs. Et c'est pas juste pour faire un bon mot, ça change tout. Nous ne devons pas, les sociétés humaines ne doivent pas résoudre le problème pour se préserver.
Elles doivent changer pour préserver la nature de l'espèce humaine, pour ensuite, dans un second temps, se préserver elles-mêmes. C'est ça le truc. Nous n'avons pas un problème exogène, des problèmes exogènes. Nos problèmes sont endogènes. Ce ne sont pas des dysfonctionnements, ce sont des résultats du fonctionnement tout à fait nominal de notre système. Toutes les crises que l'on voit sur le plan écologique sont les conclusions normales du système. Ça fonctionne très bien. Pour nous. Jusqu'à ce que ça s'éclate. Jusqu'à ce que ça se délite. Donc il faut changer déjà ce point de vue et cette approche. C'est un changement de posture radical. Vous connaissez les limites planétaires, j'imagine. Je ne vais pas faire en long, en large et en travers. La question posée, c'est quoi? Y a-t-il pas des limites à ne pas dépasser, des seuils à ne pas franchir? Pourquoi? Pour maintenir une zone habitable à la surface de la planète. Voilà. C'est une question d'habitabilité de la planète. Pour un grand nombre de formes de vie, en tout cas quasiment toutes les formes de vie développées dont nous faisons partie. Les bactéries, j'en sais rien. Et globalement, la réponse est oui, il y a des limites à ne pas dépasser. On en évalue aujourd'hui 9. Je pense qu'il y en a 9, peut-être que ça évoluera. Sur les 9, on en a dépassé. La dernière mise à jour, c'était en septembre. Déjà 6 officiellement. Donc les entités nouvelles, c'est-à-dire les pollutions et déchets qui sont mis dans la nature. Ensuite, on a le changement climatique au-delà de la zone de stabilité du système Terre. Nous avons ici l'effondrement de la biodiversité, ici les sols, ici les cycles de l'eau qui sont disruptés, et ici les cycles biogéochimiques, les grands cycles du vivant, avec un zoom sur le phosphore et l'azote de nutriments essentiels. On est proche de la 7e limite sur l'acidification des océans. On a un peu de marge encore sur la charge atmosphérique en aérosol, mais ça c'est assez complexe. Et finalement, sur les 9 limites identifiées, la seule où on est à peu près OK, c'est l'ozone stratosphérique, celui du haut, pas celui du bas. Je ne rentre pas dans les détails. Et nous nous retrouvons aujourd'hui, mesdames et messieurs, dans cette situation. Un dépassement écologique planétaire. La courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. La courbe rouge, ici, c'est l'empreinte écologique. La courbe verte, c'est la biocapacité. Ce sont des indicateurs. Ils ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais aujourd'hui, c'est les meilleurs proxys dont on dispose pour évaluer en rouge la somme des pressions exercées par les activités humaines sur l'environnement et en vert, la capacité de l'environnement à encaisser ces pressions. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et qu'est-ce que ça veut dire que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte? Je vais vous le dire. Ça veut dire qu'en amont, on prélève des ressources, on les prélève trop vite. Il y a deux types de ressources, celles qu'on trouve dans la lithosphère, qu'on puise dans des stocks. Alors, les stocks, c'est des stocks, ça dépend, des différentes formes de stocks, on ne va pas rentrer dans les détails, mais globalement, on vide, on déplète des stocks. Il y a ensuite des ressources qu'on trouve dans la biosphère, elles ont un rythme de renouvellement. Si on les exploite au-delà de ce rythme de renouvellement, c'est comme un stock qui décroît également. Donc voilà ce que ça veut dire quand la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte. Ça, c'est en amont, on prend des ressources. Ensuite, ces ressources, qu'est-ce qu'on fait? On prend de l'énergie, on la fabrique, on transforme ces ressources en biens, en services, en bouffe, en infrastructure, que sais-je. Et donc au final, en faisant tout ça et en faisant vivre et fonctionner les sociétés humaines, eh bien, on transforme la nature, on l'anthropise et on détruit une partie de la nature. Quand la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte, ça signifie qu'on transforme plus vite que la capacité de la nature à s'adapter et qu'on détruit plus vite que la capacité d'autoréparation de la nature. Et en aval, on rejette des déchets et des pollutions. Et ces déchets et des pollutions, c'est quoi? Enfin non, je m'exprime mal. Ces déchets et ces pollutions, ils s'accumulent jusqu'à un certain point dans la nature. Il y en a certains qui sont réabsorbés au fur et à mesure, d'autres c'est pas réabsorbable. Les plastiques qui se décomposent en plus petits plastiques, mais la plupart des plastiques qui restent là. Certains métaux lourds, ça reste là, du moins très 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 longtemps, peut-être des milliers d'années. Et puis il y a des choses, c'est des millions d'années. Et puis il y a ce qu'on appelle maintenant les PFAS aussi, les polluants éternels, enfin il y a tout un tas de choses qui ne sont pas décomposables, réintégrables à des cycles naturels facilement. Bon, et donc quand on pollue plus vite que la capacité du système à réabsorber tout ça, c'est que la courbe rouge est au-dessus de la courbe verte en aval. Voilà ce que ça veut dire la courbe rouge au-dessus de la courbe verte. Alors maintenant, est-ce que c'est clair? Les enjeux, est-ce qu'ils sont clairs, mesdames et messieurs? C'est un piège. Je ne suis pas allé en profondeur, là, je n'ai fait qu'effleurer la surface. J'ai essayé d'aller droit à la substantifique moelle de chacun de ces domaines. Alors évidemment, nos élites, bon, je dis nos élites, bon, je n'ai pas les miennes, hein. Les élites ont été formées, ont été conseillées, ont été informées d'un certain nombre de choses. On va pas très loin, hein, très honnêtement, aujourd'hui. Hein. Quand on donne une demi-heure à Valérie Masson-Delmotte, et qu'en plus tout le monde ne vient pas, c'est de la blague, quoi. Donc, non, ils ont été, oui, sensibilisés à un certain nombre des choses que je vous ai dites, du moins en France, parce que c'est pas forcément pareil partout. Et pourtant, non, les messages principaux ne leur ont pas été passés, parce que quand on a vu tout ce que je viens de vous dire là maintenant, qui est un préalable absolument indispensable,
On n'a strictement rien compris, et je souligne, hein, rien compris, à la nature des enjeux de notre temps. J'explique. Est-ce que le changement climatique est un problème de fond? Moi je dis non. Je dis c'est juste un symptôme. Un symptôme de quoi? Du problème de fond, qui est celui-là. Notre civilisation est une méga machine qui convertit la nature en déchets. Voilà, voilà le problème. On prélève trop vite, on transforme trop vite, on détruit trop vite, on pollue trop vite. Voilà le problème. Les déchets et les pollutions sont de trois natures, solides, liquides et gazeux. Parmi les gaz, il y a une catégorie de gaz qui détraque le climat, les gaz à effet de serre. Le climat est un des multiples symptômes de cette maladie. Voilà ce que c'est. Et tous les autres problèmes dont j'ai parlé sont d'autres symptômes de cette maladie. Et tous les problèmes que ça crée dans nos sociétés, il y a des problèmes qui échappent à ça, il y a des problèmes également, évidemment, tout ne se ramène pas à ça, mais il y a beaucoup de problèmes dans nos sociétés qui sont juste des conséquences primaires ou secondaires de ça. Et donc, même si on avait du pétrole, enfin de l'énergie, pardon, décarbonée, tant qu'on ne change pas fondamentalement la nature de notre système, on aura de l'énergie décarbonée au service d'une machine qui convertit la nature en déchets. Donc la décarbonation, c'est un enjeu vital, et si c'est ça le but, et si on pense que c'est une solution, on se trompe lourdement. Et aujourd'hui, le manque de pensée systémique, si vous voulez, ça fait quoi? Fait que pour soulager le symptôme changement climatique, vital, hein, j'ai pas dit qu'il fallait pas le faire, hein, je suis pas en train de me mettre en opposition à ceux qui travaillent là-dessus, mais je dis juste que si, pour faire ça, on prend pas en compte le reste d'une façon systémique, oh, les climatologues vous diront, on n'a pas attendu que l'air pour faire de la systémique. Hein. Ouais, mais la systémique, on peut l'adapter, l'appliquer à n'importe quoi. Hein, je peux faire de la systémique sur je sais pas, une bombe, hein, et les effets d'une bombe. Je veux dire, on peut appliquer la systémique à des choses terribles. En tant que tel, ça n'a pas de valeur, la systémique, c'est juste une méthode. Bon, ben, eux, ils appliquent une méthode systémique à leur silo. Et ça reste un silo. Même si c'est un silo qui touche tout, ça reste un silo. Il faut raisonner impérativement à l'échelle, la seule échelle qui vaille, à l'échelle du système dynamique complexe qui est constitué de l'ensemble de l'anthroposphère et de l'ensemble du système Terre réuni en interaction dynamique. Et si on ne fait pas ça, on ne comprend pas, on passe à côté. Donc, je suis désolé, mais aujourd'hui, l'ensemble des grands experts très réputés proposent des choses qui ne travaillent pas au bon niveau. Mais je vais quand même expliquer quelque chose d'autre, parce que je sens que vous n'avez pas encore tout à fait compris. Pourquoi je fais cette distinction entre la maladie et les symptômes? Pourquoi c'est important de la faire, cette distinction? J'utilise une métaphore qui ne fait pas plaisir, en même temps, si j'étais là pour vous faire plaisir, vous le sauriez. Mais au moins, je pense qu'elle est efficace. Imaginez que vous ayez des maux de crâne récurrents, des problèmes de peau et des problèmes de digestion. Si vous traitez ça comme des problèmes, vous essayez donc de trouver des solutions. J'ai une excellente nouvelle, il y en a. Pour les problèmes de tête, vous allez prendre du paracétamol, par exemple. Pour les problèmes de peau, vous allez voir un spécialiste, grand expert réputé, à vous dire « c'est ça la pommade qu'il vous faut ». Et puis pour les problèmes de digestion, vous allez voir un autre spécialiste, très réputé. Il va vous dire « cette tisane-là, ça ira, ça va vous arranger ». 3 problèmes, 3 solutions. Avec ces petits aménagements quotidiens, vous pouvez continuer à vivre parfaitement normalement. Sauf si ces problèmes ne sont pas des problèmes de fond, mais seulement des symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme. Et vous ne guérirez pas votre cancer avec paracétamol plus pommade plus tisane. Il faut avoir compris. Et ça, je vous le dis, qui c'est qui disait « non, je vous le dis ». Et ça, je vous le dis, ce message-là n'a pas été passé. Ce message-là, beaucoup d'entre vous ne l'avaient pas entendu. Ne me mentez pas. Ce message-là, la somme des experts qui vont, très réputés, qui vont ensuite parler à nos élites, ne leur a pas été passé, enfin ne l'ont pas passé. On ne soignera pas la maladie par une addition des réponses aux différents problèmes. Et donc on peut avoir des gens qui travaillent sur la lithosphère, l'accès aux ressources, d'autres qui travaillent sur tous les problèmes liés à l'eau, les problèmes liés à la fonte des glaces. Il y en a beaucoup, évidemment, des gros problèmes en perspective, à la fois pour des raisons géopolitiques dans le pôle Nord, pour des raisons de simple survie autour de l'Himalaya. On a des problèmes d'atmosphère, de pollution, par exemple. On a des problèmes de biosphère. Ok, c'est super, merci à ceux qui s'impliquent pour préserver des écosystèmes ou des espèces par-ci, par-là. On a des problèmes évidemment liés au sol, à la forêt. On a des problèmes liés à l'anthroposphère. Et quand on traite tout ça, le cancer est toujours là. On a paracétamol plus pommade plus tisane. La somme de toutes les propositions que vous avez entendues, c'est paracétamol plus pommade plus tisane, mesdames et messieurs. Bon, il y en a quelques-uns qui travaillent sur des changements de système. Vraiment très très peu. Et ce ne sont pas ces gens-là qui écoutent nos dirigeants. Ils ont besoin de nos dirigeants de choses concrètes.
solutions techniques, des leviers actionnables là, maintenant, tout de suite. Oui, donc, solutions techniques, il y en a plein, pour des problèmes techniques spécifiques, et c'est très bien, faisons-le. Et le cancer est toujours là. Et donc la seule chose que l'on peut espérer, ah, j'ai bougé sans faire exprès, la seule chose que l'on peut espérer faire, c'est soulager certains symptômes temporairement. De surcroît, on va le faire en aggravant les autres symptômes au passage. Le développement des renouvelables, est-ce que c'est une solution, mesdames et messieurs? Non. Sur le plan climatique et énergétique, on peut en discuter, ça dépend comment c'est fait. Mais sur l'ensemble du problème, c'est un arbitrage. Moi, je veux bien entendre les arbitrages. Je ne suis pas contre les renouvelables. Ça dépend où, comment. Je ne suis pas contre. Il faut une transition énergétique et ça en fait partie. D'accord? Parce que c'est vital de s'occuper du changement climatique. Donc ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne suis pas en train de dire n'écoutez pas les climatologues, n'écoutez pas ceux qui veulent faire une transition énergétique, c'est pas bien. Non, 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 c'est vital. Et dérisoire. C'est-à-dire que non seulement c'est vital, mais que si on ne fait ça, si on fait que ça, sans changer fondamentalement le système, ça ne marchera pas. On va quand même crever du cancer. Et donc, aujourd'hui, le développement des renouvelables, c'est une intensification des flux extractifs en amont, c'est une intensification des pressions exercées à pas mal d'endroits sur des écosystèmes, c'est une intensification de l'usage d'eau douce, c'est une intensification de la pollution des aquifères, c'est une intensification de l'effondrement de la biodiversité à pas mal d'endroits, c'est une intensification des problèmes de santé sur des populations locales, c'est une intensification des problèmes aussi, on le sait, d'enfreinte aux droits de l'homme. On est les good guys parce qu'on a mis des panneaux photovoltaïques? On fait un arbitrage. On peut l'assumer. Je veux dire, oui, d'accord, mais je le fais, cet arbitrage. En connaissance de cause. Je suis prêt à l'entendre. Je ne veux plus entendre, c'est une solution. Ça, c'est pas vrai, c'est faux. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on exerce une pression croissante sur un système qui est fini, qui a une limite? Donc on retrouve nos courbes vertes et rouges. Tant que la courbe rouge reste au-dessus de la courbe verte, le système tient. La courbe rouge peut croître. Ça veut dire quoi? On détruit de plus en plus vite. Je n'ai pas dit que c'était bien, mais il se trouve que le système se répare encore plus vite. Donc bon, ça tient. On pollue de plus en plus vite, mais le système recycle cette pollution encore plus vite qu'on ne l'émet. Donc bon, ça tient. Mais je vous ai dit qu'on n'était pas dans les cas en haut. On était dans un des deux cas en bas, puisque la courbe rouge, elle est bel et bien au-dessus de la courbe verte, et ce depuis quelques décennies. Alors, est-ce qu'on est dans la courbe verte, dans la courbe en bas à gauche ou dans la courbe en bas à droite? Le truc qu'il faut bien comprendre, c'est le suivant. C'est que la courbe rouge, on ne peut pas rester au-dessus de la courbe verte. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas durablement, seulement transitoirement, prélever de la nature plus que ce qu'elle est capable de renouveler. On ne peut pas durablement polluer plus que la capacité du système à absorber les pollutions. On ne peut pas détruire plus vite que la capacité du système à se réparer. On ne peut faire que transitoirement. La courbe rouge repassera sous la courbe verte, quoi que l'on fasse ou qu'on ne fasse pas. On peut l'organiser ou nous le subirons. Voilà, il va y avoir une régulation du système pour des raisons bassement de lois de la physique, de lois naturelles, de thermodynamique, des choses comme ça. Évidemment, la plupart de nos élites n'ont aucune formation en la matière, ils n'ont aucune sensibilité en la matière, et n'ont pas compris que ça, c'était plus déterminant que les décisions humaines. La volonté humaine. Bah, si. Voilà. Et donc, est-ce qu'on est... Alors, quand la courbe rouge passe au-dessus de la courbe verte, qu'est-ce qui se passe? La courbe verte, immédiatement, commence à décliner. Ah oui, si on dégrade la nature plus vite qu'elle ne se répare, ben, sa capacité de réparation future elle est moins bonne. Si on pollue plus vite que la capacité d'absorption des pollutions, ben, la capacité future d'absorption de nouvelles pollutions, elle est moins grande, etc. Donc, quand on passe au-dessus de la courbe verte, celle-ci commence à décroître. Deux options, en bas à gauche, la courbe rouge repassant sous la courbe verte avant qu'elle ne soit trop dégradée. Et dans ce cas-là, en théorie du moins, le système peut se mettre à osciller autour d'une position d'équilibre et pas se casser la gueule. Cas numéro 2 en bas à droite, on maintient la pression, tandis que la courbe verte décline, et décline de plus en plus vite. Et là, la courbe rouge va repasser sous une courbe verte qui, entre-temps, se sera effondrée. Et je vous laisse imaginer ce que ça signifie si la somme des pressions exercées par les activités humaines sur la nature s'effondre. Face à ça, donc, à cause de ça, en découle quoi? Nous allons avoir une descente énergétique et matérielle. Moins d'énergie, moins de matières premières. Ça va dépendre de qui on est, où on est, quelles sont les ressources. Donc évidemment, certains vont réussir à s'accaparer certaines ressources plus longtemps que les autres. Mais tout ça, c'est un système. Et assez rapidement, tout le monde va subir cette descente énergétique et matérielle, quoi qu'on ait pu vous dire, quoi que vous puissiez en penser. Je ne vais pas vous dire comment ça va se passer, je ne suis pas Nostradamus, mais ça va se passer. Nous allons avoir moins d'énergie, moins de matières premières dans les années et décennies à venir, quoi que l'on fasse.
Et ça, sur fond de changement de régime climatique, avec les disruptions écologiques qui vont avec, les raréfactions et les pénuries qui vont avec, les déstabilisations sociétales que ça va induire, et les conflits. Et je ne suis pas ici pour vous faire peur. C'est pas le but. Je vous informe, mesdames et messieurs, je ne vois pas comment on va pouvoir échapper à tout ça. La peur, c'est un effet de bord dont je n'ai pas peur. Il est sérieusement temps de prendre peur. Sérieusement temps de prendre peur. Je vais en parler très rapidement de la peur après. Vous allez voir qu'il y a des fausses croyances là-dessus. Il ne faut pas faire peur. Ça paralyse les gens. Non, jamais. Ça n'a jamais paralysé personne. Enfin si, peut-être temporairement certains types de psychologie, mais globalement, jamais. Et c'est pas moi qui le dis, vous allez voir, c'est les gens qui ont vraiment étudié la question. Et pas ceux qui en parlent. Nous avons des vulnérabilités dans notre système face à tout ça. Une vulnérabilité, déjà, c'est notre dépendance au transport, qui demande tous du pétrole abondant et bon marché. Même le train en France, pétrole abondant et bon marché. Sinon, comment ils vont travailler, les agents de la SNCF, comment on entretient les voies, bref. Donc, sans pétrole abondant et bon marché, rapidement, ça arrête. Rapidement, je sais pas, ça peut prendre quelques années. Mais voilà. Nous avons une autre des vulnérabilités, parce que notre dépendance à des réseaux, des infrastructures, eau, gaz, électricité, télécommunications, etc., qui, pour leur bon fonctionnement et leur maintenance, ont besoin d'énormément d'énergie et de matières premières, notamment du sable, j'en ai pas parlé, mais on commence à en manquer. Au niveau mondial, du sable de construction, il y a un marché noir du sable, il y a des mafias du sable aujourd'hui qui existent. Si on n'entretient pas tout ça, assez rapidement, ça se dégrade. En plus, maintenant, avec le changement climatique, on a des accélérations de la dégradation, notamment avec les sols argileux, ces effets de retrait-gonflement. Sur les bâtis, avec aujourd'hui des compagnies d'assurance qui commencent à dire que la France va devenir, en tout cas pour ces questions-là, potentiellement une grande partie de la France pourrait devenir totalement inassurable. Et puis on a également sur des routes des effets comme ça, donc ça va demander encore toujours plus de coûts financiers, et puis en énergie et en matériaux, pour entretenir tout ça. Et puis nous avons une dépendance à la technologie, et moi je mets ça dans nos vulnérabilités. Voilà. Parce qu'en réalité, le problème, c'est pas la technologie forcément en elle-même. Le problème, c'est notre addiction à cette technologie et notre connerie lorsque, pour des choses absolument vitales, on a décidé de dépendre d'une technologie et, du coup, d'arrêter de le faire à la mano. Et on a donc perdu les compétences, perdu les équipements, perdu tous les modes d'organisation, tout ce qui nous permettait de le faire avant la techno. Parce qu'on s'est fait cette idée que le progrès était à sens unique, que ça allait être toujours mieux. Qu'il n'y aurait jamais un seul retour en arrière. C'est le Moyen-Âge. Oui, le Moyen-Âge, on va voir, tiens. Bon, bref. Donc, en tout cas, la technologie, c'est super, tant que ça marche. Et un jour, ça va arrêter de marcher. Et un jour, les dispositifs qui sont censés intervenir en cas de panne, eux-mêmes vont arrêter de marcher. Bon, pas comme ça, du jour au lendemain, ça sera graduel. Mais dans 50 ans, je ne suis pas sûr qu'on ait encore un smartphone. Pas sûr du tout. Avec tout ce que ça implique derrière, en amont, en aval. Et puis en plus, on est rentré dans une nouvelle ère. Si vous n'êtes pas réveillé sur la question des cyber-risques, il est temps. On est vraiment rentré dans une nouvelle ère. Est-ce que c'est si intelligent que ça de mettre de la tech partout, de dépendre pour des choses vitales de la tech, alors qu'on a des virus qui attaquent les réseaux électriques? Là, celui de Kiev, rien à voir avec la guerre, c'était en 2017. On a des Chinois apparemment qui ont attaqué le réseau électrique américain. On a des gens maintenant qui attaquent les chargeurs de véhicules électriques. On a la grande attaque sur le plus grand oléoduc des États-Unis. Ça a failli être une crise majeure. Je ne sais même pas comment ils sont tombés sur leurs pattes. Les États-Unis eux-mêmes, les agences gouvernementales ont été victimes d'une gigantesque cyberattaque. On ne connaît même pas encore tout à fait ce qui a fuité, de ce que j'en sais, parce qu'évidemment on ne sait pas tout. Nous avons des attaques sur les hôpitaux, notamment de Paris, en plein coronavirus, des cyberattaques des sites portuaires, des sites notamment pétroliers, enfin les terminaux pétroliers en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, des attaques sur la grande distribution et des attaques sur les mairies un peu partout. Je ne parle pas des particuliers, c'est le cas aussi, des entreprises, c'est le cas aussi. Bon bref, est-ce que c'est toujours si malin que ça de foutre de la technologie partout et de ne plus dépendre que de cette technologie pour des choses une fois de plus vitales? Et quand c'est qu'on arrête d'être con? Donc là, on est vraiment dans une c'est fou, quoi. Et de surcroît, nos villes sont perfusées d'approvisionnement des chaînes logistiques. D'après cette étude, qui a ses limites dans la méthodologie, mais qui est quand même très intéressante, ils ont évalué, c'était en 2017, l'autonomie alimentaire des 100 plus grandes aires urbaines françaises, et leur conclusion, c'est que ce que mangent les citadins dans les villes en France provient d'un autre territoire, à 97,9%. Mais ça, c'est totalement logique. Pourquoi c'est logique?
Parce que même pour des choses vitales, vous avez vu tout à l'heure, pour la transition énergétique qui est censée nous sauver, on a été suffisamment con pour mettre de la compétitivité là-dedans. Donc c'est les plus riches qui vont pouvoir faire leur transition. Ok, d'accord, très bien. Et bien là c'est pareil, pour la bouffe notamment, mais pour tout le reste, il faut être compétitif. Les territoires n'échappent pas à cette logique. Donc on se spécialise, donc on produit juste un certain nombre de choses, et on exporte quasiment tout ce qu'on produit. Et on importe quasiment tout ce qu'on consomme. Et ça c'est facile, puisqu'on a une abondance de pétrole bon marché. Et quand ça va être fini, et qu'on ne pourra pas faire venir d'ailleurs ce dont on a besoin pour vivre, et qu'on ne sait plus le produire, et qu'on n'a plus les territoires pour, on fait comment? L'excellente nouvelle, on va y venir après, c'est que ça peut se préparer. Jusqu'à un certain point. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y en a très peu qui ont compris ça. Les solutions, attention, j'ai pas tout à fait fini ma première partie, et il y a des guillemets. Les solutions qui vous sont présentées, proposées aujourd'hui, en tout cas proposées comme telles, relèvent globalement du développement durable. Donc 1987, rapport Brundtland. Alors ça veut dire quoi durable? Peut-être dans votre tête, vous vous dites, c'est un truc qui dure. Non, ça ne veut pas dire ça. Peut-être que dans votre tête, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous savez que la définition, c'est plutôt répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Juste une petite remarque, c'est une extrêmement mauvaise définition du développement durable. Si véritablement ce qui avait compté dans le développement durable, avait été la durabilité, nous aurions dit assurer la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins sans compromettre la capacité des générations présentes à répondre à leurs. Ça aurait vraiment été du développement durable. Bon, je referme la parenthèse. Le développement durable, lisez le rapport Brundtland. Ou pas. Parce que moi je l'ai fait, c'est horrible. Je l'ai fait, j'ai failli me pendre. Mais vous verrez que dans le... c'est horrible. Mais c'est pas du Marc Lévy. Hein. Mais dans le développement durable, dans le rapport Brundtland, quels sont les concepts utilisés? Ce sont des concepts qui ont été développés par des économistes. Il y a des économistes ici. Levez la main, c'est pas un piège. Tu es économiste de formation? Ouais, un peu, d'accord. Bien. J'ai régulièrement des économistes face à moi, je n'ai pas eu pour l'instant, je vous assure, une seule personne qui m'a contredit. Donc, les économistes ont un gros problème. Ils ramènent tout à la notion de capital. Donc, la durabilité pour un économiste, c'est qu'on lègue aux générations futures une quantité de capital qui n'est pas inférieure à la quantité de capital actuelle. Voilà, c'est ça, la durabilité, en réalité, qui est derrière le changement, le rapport Brundtland et notre conception depuis une trentaine d'années du développement durable. Et il se trouve qu'on a un autre problème. Parce que ça, à la rigueur, c'est un peu con, mais pourquoi pas. Mais on a un autre problème. C'est que nos modèles économiques sont néoclassiques. Il y a eu jusqu'à la fin des années 70, début des années 80, beaucoup de débats des différentes écoles de pensée en économie. Mais les 30 glorieuses ont semblé donner raison à l'école néoclassique, celle qui dit qu'on peut croître infiniment sur une planète finie. Et donc, les autres écoles se sont retrouvées marginalisées. Aujourd'hui, on les enseigne quasiment plus nulle part. Et donc, aujourd'hui, j'insiste bien, tous les modèles économiques qui sont utilisés par les pays, à Bercy, ici en France, ou à Bruxelles, ou à Washington, mais aussi dans d'autres pays, aussi à Pékin, voilà, même aussi à Moscou, tous les pays, alors je ne sais pas, tous les pays, peut-être pas le Bhoutan, je ne sais pas, peut-être pas la Corée du Nord, j'en sais rien, mais globalement, on va dire qu'une très grande majorité des pays utilisent des modèles qui sont néoclassiques. Et les modèles néoclassiques, ils ne sont pas pendus ex nihilo, il y a des hypothèses. Sur quelles hypothèses ça repose? Que de la merde. Excusez-moi, je suis vulgaire, mais j'ai envie d'être vulgaire. Que de la merde. Parce que j'ai étudié cette question en profondeur en 2013, j'ai même publié j'ai écrit un rapport dessus, quand j'étais à l'Institut des relations internationales et stratégiques. L'idée, c'était effectivement, il y a des arguments de ceux qui disent qu'il est possible de concilier croissance sous une forme ou une autre économique et durabilité écologique, et d'autres qui disent que c'est pas possible, alors regardons les arguments des uns des autres. J'ai regardé un petit peu tous les arguments du camp qui nous dit qu'effectivement, il serait envisageable d'avoir une croissance, ok, c'est quoi, il se base sur quoi? Il se base sur des concepts économiques, beaucoup, ok, d'accord, mais c'est quoi les hypothèses? Alors j'ai regardé les hypothèses et là je suis tombé de ma chaise. Concurrence pure et parfaite, c'est-à-dire globalement, toi là, tu as la même connaissance du marché et le même pouvoir d'action sur le marché que Bill Gates, et n'importe qui d'autre.
les prix évoluent naturellement vers un équilibre de l'offre et de la demande. C'est quasiment jamais le cas. Mais c'est une hypothèse de départ. Les gens sont des homo economicus. Ils ne font que des décisions pures et parfaites, sans jamais se tromper, qui visent maximisation de leur intérêt économique. Rien d'autre. Et parmi les autres hypothèses, nous avons celle-ci, qu'on doit à Jean-Baptiste Say, un des pères de la théorie classique, qui a environ 200 ans et qui a évolué ensuite en théorie néoclassique, mais les hypothèses de la théorie classique sont restées dans la théorie néoclassique. Le monsieur, il a écrit « Les ressources naturelles sont inépuisables, car sans ça, nous ne les obtiendrions pas gratuitement. Ne pouvant être ni multipliées ni épuisées, elles ne sont pas l'objet des sciences économiques. » Voilà. Et donc, aujourd'hui, les ressources naturelles ne sont pas l'objet des sciences économiques, elles sont considérées par définition, par hypothèse, elles sont considérées comme inépuisables. Et maintenant, ça a été un peu, il y a eu plus de subtilité depuis les années 60-70. On considère qu'il y en a qui peuvent être épuisables, mais qu'elles sont substituables. Voilà. De toute façon, il n'y a pas de limite, c'est ça l'idée. Et donc, la deuxième hypothèse très importante, c'est celle de M. Solow, qui a eu le prix Nobel d'économie pour cela. Qui est au courant, nouvelle parenthèse, qu'il n'y a pas de prix Nobel d'économie? Que ça n'existe pas? Je pense que c'est important de le savoir. On a un truc qui s'appelle le prix de la Banque de Suède en hommage à Alfred Nobel. Appelé communément le prix Nobel d'économie. Donc il y a un peu d'esbrouf aussi derrière ça, il faut bien se le dire. Je referme la parenthèse. Le prix Nobel d'économie, qui a introduit un modèle, enfin une équation, une démonstration, maintenant on appelle ça le modèle de Solow. Le modèle de Solow, il est extrêmement important. Parce que ce modèle prouve mathématiquement qu'il est possible d'avoir une croissance économique infinie dans un monde fini. C'est une démonstration mathématique, mesdames et messieurs. C'est pour ça qu'il a eu le prix Nobel. Oui, sauf que pour faire sa démonstration, il a subrepticement introduit une autre hypothèse, la substituabilité des facteurs de production. Autrement dit, le caractère interchangeable des différentes formes de capital qu'on utilise pour produire quoi que ce soit. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si il n'y a plus de pollinisateurs, on les remplace par des drones. C'est interchangeable. Et si les drones ne marchent plus, on le fera à la main. C'est interchangeable. C'est durable. Ça veut dire que si on coupe tous les arbres de la planète, imaginons, j'espère pas. Alors, option 1, on les laisse pourrir sur place. Ah, on perd de capital, là, ça c'est pas durable. Mais si on utilise le bois pour faire des outils, pour faire du mobilier, de l'immobilier, des usines, des machines, de l'énergie, il n'y a pas, au sens du modèle économique en œuvre, qui est en place, il n'y a pas perte de capital. Il y a transfert d'une forme de capital vers une autre forme de capital. La quantité globale de capital ne diminue pas au cours du temps, c'est durable. Voilà, quand vous entendez le développement durable, ce que ça veut dire. Donc, le développement durable dans un monde de ressources finies, c'est non durable. Voilà, c'est orwellien. Il faut dire le contraire au mot. Ce monsieur a quand même été capable de dire dans un discours officiel en 1974 que le monde pouvait se passer des ressources naturelles. Je vous assure, je vérifie systématiquement l'origine de toutes les citations avant de les introduire à mes présentations, parce qu'aujourd'hui on trouve Einstein a dit des trucs incroyables, Churchill aussi, mais on ne sait pas si c'est vrai. Non, là je sais que c'est vrai, j'ai retrouvé la source officielle. Bon, bref. La technologie, enfin, elle va bien évidemment nous sauver, en tout cas c'est ce qui nous est proposé, parce qu'on adore cet outil. On a un super outil, l'innovation technologique, on est super fort, on est face à des problèmes, on veut que l'outil soit utile, donc on l'applique au problème. Et quand l'outil correspond au problème à l'arrière, ça va bien. Et donc, pour tout un tas de choses techniques, on est très bon. Et puis, dès qu'on est face à un problème systémique, ben, ça ne marche plus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On admet que ça ne marche plus. On dit, bah là, concrètement, on voit bien que ça ne marche pas, les gars. Non, on dit, ça va marcher. Il faut faire plus, il faut insister, il faut plus de ceci, il faut plus de volonté politique, il faut que les marchés il faut que les innovateurs et ça va marcher, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort. Oui, mais là, les gars, on s'éloigne de l'objectif. Hein. Oui, non, mais ça va marcher, il faut insister. On ne remet surtout pas en question l'outil. On remet en question la perception qu'on a du problème, pour qu'il corresponde à ce qu'on sait déjà faire. C'est uniquement ça qu'on fait. On finit par ne travailler que sur ce qu'on sait travailler, sur ce sur quoi on a une prise. C'est pour ça que quand on dit que... Ça, c'est Maslow, d'ailleurs, qui a inventé ça, celui de la pyramide, il y a aussi le marteau de Maslow. Quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. Et on fait ça en permanence. Surtout, je pourrais raconter des choses, mais j'ai pas le temps. Je termine en parlant de la décroissance. Je ne suis pas ici en tant que militant de la décroissance. Je ne suis pas ici pour vous vendre une idée. Je suis ici pour clarifier les termes de ce débat absolument vital, qui est pollué de postures à la con, qui est pollué de contre-vérité, et les gens se prennent les pieds dans le tapis quand on parle de ça.
La décroissance n'est pas le contraire de la croissance. Le mot est nul, on est d'accord, le mot est nul. C'est qui le con qui évidemment, je sais pas. Trouvez-le moi. Mais non, le mot est nul. Mais pour autant, revenons aux fondamentaux. La décroissance n'a rien à voir avec le contraire de la croissance. La croissance est définie aujourd'hui comme la croissance d'un indicateur, le produit intérieur brut. Et le contraire de ça, c'est la récession. Et si ça se prolonge, c'est de la dépression économique. Voilà, il n'y a pas, à ma connaissance, des activistes de la dépression économique. La décroissance, c'est autre chose. C'est un projet politique pour changer le monde et l'amener vers autre chose. Vers un monde qui ne doit pas tout décroître, mais qui doit dépasser cette obsession de la croissance, un monde post-croissance. On passe d'un paradigme sociétal qui est insoutenable, et on essaie d'aller, je ne veux pas dire que ce serait facile et qu'on savait tout faire, mais au moins c'est ça l'idée, il y a pas mal de propositions intéressantes, pour aller vers un paradigme sociétal post-croissance, où on fait, il y a plein de choses qui doivent croître encore, mais on est plus sur une croissance qualitative qu'une croissance quantitative. Du moins pour nous, pour nos sociétés, parce qu'il y a d'autres sociétés qui ont besoin, sous certaines conditions, pas trop de corruption, des bons investissements aux bons endroits, etc., mais sous certaines conditions, qui ont effectivement encore besoin de croître, dans un contexte global qui devrait décroître. Ça, c'est donc l'idéal. La théorie, évidemment, ça va être compliqué. Donc, aujourd'hui, quand on vous dit que les décroissances sont fous, parce que ce serait une casse sociale terrible, non. La récession et la dépression, ça va être une casse sociale terrible. Ça, d'accord. Parce que à l'isosystème, oui, la contraction économique, le système n'y résistera pas, il ne peut que croître. Voilà. Donc, mais les décroissants proposent justement de changer le système. Un changement de système économique et social pour que l'on puisse organiser une descente énergétique et matérielle parce qu'il n'y a pas le choix, en évitant la grosse casse sociale. C'est ça l'idée. Une fois de plus, tout n'est pas réglé, mais c'est ça l'idée. Donc, en réalité, ce n'est pas... il faut pas... Enfin, voilà, on va vers une contraction économique nécessairement parce qu'il y a une descente énergétique et matérielle, si on l'organise pas, on va la subir. Et cette contraction économique, soit on ne change rien et on la subira sous forme d'une récession puis d'une dépression, soit on tente une forme ou une autre de décroissance pour éviter la casse sociale le plus possible. Voilà, c'est ça le choix. Donc il faut arrêter et il faut apprendre aussi à argumenter sur ces sujets. Et puis il y a Timothée Paric, évidemment, que vous commencez à connaître, qui est excellent sur ces trucs-là. Donc allez le voir. Moi, je ne suis pas spécialiste du sujet. J'essaie juste de clarifier les termes de ce débat essentiel. Mais on nous présente effectivement les choses comme s'il y avait juste deux visions du monde possibles. D'un côté, ceux qui disent qu'une croissance verte est possible. De l'autre côté, ceux qui disent que c'est impossible. Et puis, chacun fait son choix. Chacun fait son choix. C'est idéologique, de toute façon. C'est un peu comme ça que c'est présenté. Mais c'est pas idéologique, mesdames et messieurs. Il y a une différence fondamentale. C'est qu'à gauche, ça ne tient absolument pas compte des réalités biophysiques et des contraintes du monde réel, des limites écologiques et des lois de la nature. Et à droite, ça essaie en tout cas d'en tenir compte. Voilà. Et ça, la différence fondamentale. Il n'y a, je peux vous le dire, ça va peut-être évoluer, mais j'en douterai. En tout cas, quand moi j'ai étudié la question, il n'y a aucun argument des gens qui disent qu'une croissance verte est possible qui fait intervenir la nature, la science, la biologie, l'écologie. Non, c'est totalement absent. On n'est que sur des concepts économiques abstraits. Hors sol, parce que les hypothèses sont déconnantes. Une dernière, avant de... Ça fait 1 heure que je parle, il va me rester une grosse demi-heure pour la deuxième partie. Voilà. Mais passons. Il y a aujourd'hui un point sur lequel je voudrais quand même insister. Peut-être même deux. D'ailleurs, je n'ai pas la slide, je vais rajouter un autre point. Ce point-là, le renoncement. Nous avons besoin d'organiser des renoncements. Nous avons besoin de discuter des renoncements. Donc, honnêtement, soit nous organisons, et on a chacun un rôle à jouer là-dedans, une conversation publique dans nos écosystèmes, à nous, personnels, professionnels, mais peut-être plus que ça en s'engageant de façon citoyenne, une grande conversation sur à quoi on est prêt à renoncer, qui repose la question essentielle de nos besoins, qui repose la question essentielle des finalités. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est pas de la branlette philosophico-poético, je sais pas quoi. C'est absolument essentiel de se reposer des questions. Mais en fait, on est là pourquoi? Qu'est-ce qu'on veut de la vie? Est-ce qu'on n'est pas dans une course folle en avant, à courir comme des idiots, comme des poulets sans tête, là? Et en fait, on se rend fou. On est plein de dissonances cognitives, on se bourre d'antidépresseurs. Enfin, moi, j'en prends pas, mais apparemment, les Français en prennent beaucoup. Je sais pas, ici, je m'en fous. Mais globalement, ouais, donc on continue cette course folle qui nous rend tarés. Ou à un moment, on se pose, on dit au fait, les gars, pourquoi on fait ça? Est-ce que ça serait peut-être pas mieux de faire ça? L'idée aujourd'hui, c'est pas juste de faire différemment, c'est-à-dire d'apprendre à faire mieux les mêmes choses. Non, c'est de faire différent. C'est d'arrêter de faire un certain nombre de choses, tout simplement. Et donc il y a des choses qui doivent décroître, des choses qui doivent être sérieusement changées, encadrées, etc., des choses qui doivent être arrêtées. Mais ça se décidera pas comme ça, s'il n'y a pas une conversation collective là-dessus.
Sinon, de toute façon, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais pas parce qu'on l'aura choisi, parce que ça nous sera imposé. Si on le choisit aujourd'hui tant qu'on peut encore, on peut éventuellement, effectivement, collectivement décider que certaines activités, elles n'apportent pas grand-chose à la société, si ce n'est peut-être à quelques actionnaires, et que ça peut être arrêté. Voilà. Si on ne le fait pas, eh ben, les choix nous seront imposés, mais par d'autres lois, qui seront les lois de l'argent. Et donc, ce qui va durer, c'est ce qui a le plus de fric, du moins dans le premier temps. Avant que tout se casse. Mais d'abord, c'est les choses qui tiendront le choc, c'est les plus riches, indépendamment de leur utilité sociale. Et donc, des choses essentielles vont s'arrêter, et les choses totalement secondaires vont continuer pendant... Bref, donc, si on veut pas ça, il faut... Voilà. Mais le renoncement, je veux en parler, ce n'est pas de la privation. Ça n'a strictement rien à voir. Et je prends pour illustrer mon propre cas, c'est pas pour faire du prosélytisme vegan. Moi, je suis végétarien, d'ailleurs, je suis pas vegan. Mais globalement, effectivement, le végétarisme, bref, lisez ce que disent les climatologues, si on ne diminue pas par au moins 3 la consommation de viande au niveau mondial, c'est mal barré. Juste pour la question climatique, je referme. J'ai décidé il y a maintenant 11 ans d'arrêter toute consommation de viande. Mais ça ne m'a pas pris du jour au lendemain. J'étais un énorme mangeur de barbac, de fruits de mer, de poissons, de charcuterie, tout ça. Donc, j'ai eu du mal à me projeter. Mais pendant longtemps, j'ai d'ailleurs dit mordicus, non, jamais je n'arrêterai de consommer de la viande, c'est hors de question. Je peux pas m'en passer, c'est trop bon, c'est pas non plus utile, non, faut pas être extrémiste. J'ai dit tout ça, moi. D'accord? Mais il se trouve que j'ai eu de la chance, parce que je vis avec une femme qui, elle a décidé d'arrêter. Complètement. Et au début, elle essaie de me convaincre, je dis, mais arrête d'essayer de me convaincre. Je vais diminuer, je vais diviser par 5, mais je vais pas arrêter. Et en fait, j'ai réalisé un truc tout con. C'est que quand on renonce à la viande, on ne mange pas que des garnitures après. C'est pas le reste pareil avec la viande en moins. Ben non, c'est complètement con. Donc on réapprend à manger, on découvre des produits qu'on ne connaissait pas, certains sont absolument dégueulasses, d'autres sont absolument géniaux. On réapprend, on fait des choix, on apprend des recettes, on se reconfigure. Et donc pendant 1 an, elle a fait sa transition, il y a eu des ratés, il y a eu des réussites, et au bout d'1 an, ensemble, on a réappris à manger, j'ai arrêté la viande complètement, et ça ne m'a jamais manqué. Jamais. Le renoncement n'est pas la privation, parce qu'il ne faut pas raisonner ceteris paribus. Le reste restant égal par ailleurs. On réorganise autour d'un renoncement. Très important. Communiquez là-dessus, pas juste que vous le compreniez, mais que vous communiquiez, il faut que cette idée circule. Le renoncement, mesdames et messieurs, ce n'est pas la privation. Voilà, il faut redonner, quelque part, il faut remettre au goût du jour cette idée de renoncement. Comme quelque chose de bien. Le renoncement, c'est l'usage de notre liberté. La liberté de choisir ce que l'on veut arrêter, alors que tout nous incite à continuer. Ça, c'est la vraie liberté. Le reste, c'est quoi? C'est un comportement de junkie. Bon. Donc, ensuite, autre chose, j'ai pas de slide, je vais très vite, sur le rationnement. Oui, vilain mot. Alors, vous dites rationnement à un Français, il n'aime pas ça. Hein. Pourtant, nous avons des limites qui s'imposent à nous, descente énergétique et matérielle, on ne va pas pouvoir continuer à avoir tout ce qu'on veut quand on veut. Il y a donc forcément des choses qu'il va falloir arrêter. 2 grandes options pour le faire. L'option numéro 1, rationnement. Quota, maximum de temps pour tout le monde. Mais c'est de la dictature! Non, mesdames et messieurs, c'est de la démocratie. C'est ce qu'il y a en tout cas de plus proche de la démocratie. Parce que l'option B, c'est quoi? On fait rien, on laisse faire, et encore, ça va s'organiser selon les lignes de force économiques. Les riches pourront avoir tout ce qu'ils veulent, les pauvres n'auront plus rien. C'est mieux ça? C'est vraiment mieux ça? Ça, c'est dystopique, mesdames et messieurs. Donc, réfléchissons et redonnons cette lettre de noblesse aussi à une idée de rationnement qui, chez les Anglais, est plutôt perçue comme un partage équitable du fardeau. Voilà, je termine en disant que, ça a été dit tout à l'heure, je ne développe pas, pourtant cette idée de croissance économique, elle est partout, jusque dans les objectifs de développement durable. Voilà, c'est là, d'ailleurs c'est mélangé avec le travail des sons, on se demande bien pourquoi, ça n'a rien à voir. Mais bon, c'est là, et c'est conçu, c'est comme une condition de la durabilité, alors que c'est le problème, on ne va pas s'en sortir avec ça. On ne va pas s'en sortir avec ça. Et j'ai pas dit que tout était acheté dans le développement durable. Il y a des choses très intéressantes dans le développement durable. Mais pour autant, le cadre conceptuel global, il est à chier. Alors, mesdames et messieurs, évidemment, c'est foutu, il est trop tard, il n'y a plus d'espoir, au revoir. Non, bon, alors je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre ça parce que c'est totalement débile. Qu'est-ce qui est foutu? Des choses le sont, d'autres pas. On a des combats à mener, on a des choses à préserver, on a tout ce qu'on peut empêcher, le degré de liberté, le 10e de degré de réchauffement en plus, des effondrements d'écosystèmes, des barbaries humaines ou autres.
Tout ce qu'on peut empêcher, on peut encore l'empêcher. Donc tout n'est pas foutu, il y a un maximum de combats à mener, on a besoin que tout le monde soit sur le pont là. Donc moi je trouve ça presque libérateur. Donc, où on en est, allez, on y va quoi. On y va, maintenant on ne se pose plus la question. Il est trop tard, pourquoi? Pour éviter une catastrophe? Oui. Ah oui, on est en plein dedans là. Mais vous ne le sentez pas, normal, c'est un processus. Ça va s'accélérer. Et on va se prendre une jolie catastrophe. Maintenant, c'est pas tout va bien ou tout va mal. Des catastrophes, il y en a une infinité possible. Donc il n'est pas trop tard pour éviter une catastrophe encore bien pire. Il y a des catastrophes graduelles, des catastrophes partielles, des catastrophes mélioratives, des catastrophes dont on peut rebondir, même si c'est compliqué, au cours desquelles on peut peut-être retrouver certaines valeurs collectives. Et puis il y a des catastrophes qu'on n'a pas préparées, donc ça va être le chaos et la tragédie. Et on s'en relèvera potentiellement pas, parce que si ça touche à nos chaînes d'approvisionnement en bouffe, et que les gens se retrouvent confrontés à des famines, et je parle bien de la France, de la France, pays riche, pays agricole. Oui, sauf qu'on ne sait rien produire sans du pétrole bon marché. Et on ne sait rien acheminer sans du pétrole bon marché. Même pire, je dis à autre chose, c'est même pas juste le pétrole. Aujourd'hui, et maintenant quasiment de plus en plus, les camions, c'est des camions, on le sait depuis longtemps, diesel, et maintenant il faut qu'il y ait de l'AdBlue également. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus les camions, si on ne met pas l'AdBlue, ils ne démarrent même pas. L'AdBlue, c'est un additif qui change la combustion dans le moteur, et globalement, pourquoi on a développé ça? Pour des raisons écologiques, mesdames et messieurs. Pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. Sauf qu'en faisant cela, maintenant, les camions diesel ne peuvent pas rouler s'ils n'ont pas et du diesel et de l'AdBlue. Il faut les deux chaînes d'approvisionnement, deux vulnérabilités, côté pétrole d'un côté, côté gaz de l'autre, parce que l'AdBlue, c'est du gaz naturel. Enfin, c'est de l'urée produite à partir d'ammoniac, produite à partir d'hydrogène, produite à partir de gaz naturel. Voilà. Donc, on est à une double vulnérabilité. Et si vous vous dites, moi je m'en fous, je roule à l'essence, bon, la station-service où vous vous ravitaillez est elle-même ravitaillée par un camion diesel. Donc, il n'est pas trop tard pour éviter une catastrophe encore pire. Et enfin, il n'y a plus d'espoir. Honnêtement, pour ce système, non. Mais si vous pensez que si ce système s'arrête, il n'y a plus d'espoir pour rien d'autre, bah ça c'est triste. Non, ça c'est sérieusement triste. Ici, il y a plein d'espoir et vous allez voir qu'on peut construire des choses. Alors, comment on réagit face à tout ça? Alors, déjà, il faut faire exploser un certain nombre d'idées, déconstruire des choses comme il y a des solutions, ils vont trouver des solutions. Voilà. Donc moi, je les connais personnellement, ils n'ont pas les solutions. Il faut se raconter de nouveaux récits, parce que ça change la perception qu'on a du futur, ce qu'il peut être, ce qu'il devrait éventuellement être. Voilà. Et parmi ces récits, qu'est-ce qu'on veut? Donc la Smart City, c'est ça, une projection d'avenir. Ce que tu disais juste avant, Sébastien, c'est qu'en France, en tout cas, ça commence un peu, on commence à passer un peu la mode. Mais au niveau mondial, il y a plein d'endroits où c'est pas le cas. Aujourd'hui, il y a des milliers de milliards de dollars qui sont investis dans ce type de projet. Ça fait fantasmer énormément de monde. Parmi les riches, parmi les investisseurs, parmi aussi beaucoup de décideurs. Bon, alors, trois remarques à propos de la Smart City. C'est énormément d'objets connectés, qui ont des durées de vie de 2 à 3 ans en général. Donc c'est énormément de flux en amont et de flux de pollution en aval. Deuxièmement, c'est une ville pilotable, c'est une ville donc à câble. La ville, c'est une vulnérabilité majeure. Les Smart Cities seront piratées. Troisièmement, c'est le rêve de tout dictateur. Nous ne l'aurons pas. Savoir où tout le monde est en permanence, c'est formidable. Avoir toutes les données du monde. Alors, est-ce que c'est ça l'avenir qu'on veut mettre en avant? Ça, c'est l'avenir d'Elon Musk, avec sa boîte Neuralink, qui consiste à implanter des puces chez les gens. Bon, bah, qu'il le fasse, si ça l'amuse. Quand il se fera pirater sa puce, on va bien rigoler. Est-ce que c'est ça, l'avenir qu'on veut? Est-ce que c'est ça? Ah, ça, j'aime bien. J'aime bien parce qu'il y a des gens, c'est assez humble, qui se réunissent au niveau local pour faire une partie de leur énergie, de leur bouffe, de leur habitat. C'est bien, on est sur des valeurs fortes, des choses essentielles, et travailler ensemble, etc. Mais ça fait envie à qui? C'est un problème, on fait de l'entre-soi avec ce genre de choses. Quelques personnes adorent ce genre de trucs, les autres, non. Bon, et bien si on continue comme ça, on va cliver la société, avec une petite frange de la société qui est là-dedans, et les autres pas. Et on a besoin aujourd'hui de développer tout un nouvel éventail de nouveaux imaginaires collectifs. Sur des bases d'ailleurs qui peuvent être similaires, on peut reprendre les mêmes principes, concepts, mais par contre il faut les présenter différemment, il faut avoir des projets avec dreadlock et des projets sans dreadlock, avec Sarouel et sans Sarouel, voilà. Et on a besoin d'autres imaginaires, d'autres personnes qui incarnent des valeurs différemment, etc., qui racontent d'autres histoires. La guerre des imaginaires de l'avenir a commencé. Aujourd'hui, l'imaginaire dominant, c'est on va gagner, on est les meilleurs, on va vers l'infini au-delà.
Quand cet imaginaire-là finira de se craqueler et de s'effriter, alors les imaginaires, selon moi, là on est hors de mon zone d'expertise, c'est mon avis personnel, je pense que les imaginaires qui vont prendre le relais, ce sont des imaginaires nous contre eux. C'est des imaginaires de repli identitaire, repli communautaire, repli religieux, repli individualiste, repli de classe, repli de caste, repli survivaliste. Et même les replis des gentils transitionneurs qui vont faire une ferme en permaculture et retaper un vieux hameau. C'est super ça. C'est un repli. C'est un repli s'il n'y a pas une dynamique territoriale. S'il n'y a pas le fait de se relier entre acteurs, entre gens qui n'y sont pas encore complètement. Quand je dis entre acteurs, c'est entre acteurs. Hein, c'est pas le fait de se relier, le fait effectivement d'engager une dynamique territoriale, puis donc intra-territoriale, puis idéalement interterritoriale, intracommunautaire et intercommunautaire. Et donc ça, c'est les imaginaires de repli. Il y en a qui sont pires que d'autres. Et souvent, les gens s'imaginent que parce qu'ils travaillent pour leur autonomie ou leur résilience en petits groupes, ben, ils s'en sortiront mieux que les autres demain. Je pense que c'est l'exact contraire. Je pense que dans une société qui ne travaille pas sur sa résilience, les quelques îlots de résilience qu'il y a seront submergés demain par les gens qui, une fois qu'ils ne sauront plus à quel sein se vouer. Et donc, c'est pire. Donc, il n'y a pas de résilience localisée sans une démarche, une dynamique de résilience plus généralisée. On n'embarquera pas jamais toute la population, mais on peut faire avec un niveau de réseautage et de maillage suffisant pour qu'un nombre limité d'initiatives puisse malgré tout représenter une sorte de filet de sécurité pour, je ne vais pas dire l'ensemble de la société, mais une grande partie de la société. Mais ça ne marchera que si on sort de l'entre-soi. Si c'est que des petits blancs propres sur eux qui ont un haut niveau d'éducation et une grande conscience écologique qui font ça, on est mal barré. Hein, parce que la France, c'est pas ça. Bref, nous avons donc besoin d'un autre imaginaire qui est nous avec eux. Il existe déjà, mais il est temps de lui donner de la force et de le décliner de X manières différentes. On a besoin d'imaginaire inspirant, d'acteurs d'espoir, certes, mais lucide. Une question, un petit truc avant de terminer sur ma dernière phase de cette conférence qui est vraiment sur la résilience. Une idée sur ça, quelques clichés importants à déconstruire. Il faudrait que les imaginaires, la transition, ce soit positif. Faux. Il faut que ce soit inspirant, mesdames et messieurs. Voilà. Et vous savez ce qui inspire le plus, en général? L'indignation, la colère. Beaucoup plus que « ah, c'est super ». Donc, aujourd'hui, il y a de la colère. Elle a une raison d'exister. Reconnaissons-la, reconnaissons sa réalité et sa pertinence, même s'il y a évidemment des colères rationnelles et des colères irrationnelles. Mais il y a quand même quelques bonnes raisons d'être en colère, comme il y a quelques bonnes raisons d'avoir peur. Et donc reconnaissons ça et proposons à ces gens une façon constructive et collective d'exprimer leur colère, et leur indignation, et leur frustration, etc. Pour pas que ça devienne malsain. Ce sont des émotions négatives, mais elles ne sont malsaines que si on les tait, on les tue, on les invisibilise. Il faut que ce soit donc inspirant pour mobiliser. Et l'espoir, oui, mais de l'espoir lucide, hein, parce que des gens qui distribuent de l'espoir, il y en a plein. Voilà, mais si c'est de l'espoir qui tombe à côté de la plaque, tu mobilises hein, avec de l'espoir. Ah oui, tu mobilises. Tu mobilises pour des toutes petites choses, pas pertinentes. Quand les gens finissent par le comprendre, ils se démobilisent totalement. Ça ne marche pas. Et donc pour que ce soit lucide, il faut avoir compris ce que j'ai raconté avant. Il faut avoir compris la systémique de la chose, il faut avoir compris les grands enjeux, il faut avoir compris qu'on va vers des ruptures de continuité graves. Et enfin la peur, mais elle est indispensable la peur, parce qu'on nous dit qu'il ne faudrait pas faire peur. Mais non, mais ça m'énerve. Hein, je le dis, ça m'énerve. Je vais citer personne. Peut-être certains d'entre vous reconnaîtront des gens. Il y a des gens qui tout le temps sont dans les médias et qui disent « Bon, ces sujets sont déjà suffisamment anxiogènes, on ne va pas faire peur aux gens parce que la peur, ça paralyse. Donc il faut aussi être positif, il faut positiver. Oui, mais on a encore X années. Oui, mais on sait encore ce qu'on veut faire. Mais on connaît les problèmes et on connaît les solutions. C'est juste que ça manque de ceci, ça manque de cela, on perd du temps, c'est pas parfait, on n'est pas content, mais on connaît. » Non. Et ces gens-là se permettent de dire « la peur paralyse ». Et les journalistes, à fond là-dedans. Donc moi j'étais dans un groupe de journalistes, une quarantaine de journalistes il y a 3 mois ou 4 mois, et des journalistes engagés, et leur obsession c'était comment on parle de ces sujets sans trop faire peur. Puisqu'on sait bien, la peur, ça paralyse. Mais arrêtez de parler de choses que vous n'avez pas étudiées. Il y a des gens qui ont étudié ça. Donc la meilleure étude, c'est celle-ci, elle date de 2015. C'est une méta-analyse sur est-ce que faire appel à la peur est efficace pour mobiliser ou pas. Est-ce que ça paralyse ou est-ce que ça mobilise? La conclusion,
je vous enverrai, on fera circuler le truc, vous irez regarder, il faut parler anglais. La conclusion, non, non, la peur ne paralyse pas, elle mobilise toujours. Il n'y a pas de cas identifié où la peur paralyse. Donc il faut arrêter d'avoir peur de faire peur. La peur, c'est un de nos meilleurs leviers pour mobiliser. Et donc il faut aujourd'hui un électrochoc. Les gens qui disent qu'il faut mobiliser par le désir et par l'espoir, mais ça mobilise pour des petites choses. Ça mobilise pour mettre un bac à légumes devant chez soi. C'est bien. Ça mobilise pour manger un peu moins de viande et covoiturer. C'est bien. Faisons-le, ok. Mais pour changer de mode de vie, pour arrêter ce qu'on fait et faire radicalement autre chose, pour fermer sa boîte alors qu'elle marche bien et se dire « ma boîte, elle est contre-productive et je prends la décision en tant que citoyen de faire totalement autre chose », alors que rien ne pousse cette personne à faire ça, au contraire, pour se remettre en question fondamentalement à titre personnel, en tant que citoyen, collectivement aussi, bon ben écoutez, il y a un électrochoc de fou qu'il faut avoir. Pourquoi quelqu'un ferait ça s'il ne ressent pas viscéralement qu'il n'y a pas le choix? Et comment ressentirait-il ça s'il n'y avait pas une peur? Ben, je vais vous dire une chose, je ne peux pas affirmer que tous les gens qui ont peur feront la bonne chose. Loin s'en faut. Et par contre, je peux vous affirmer que tous les gens aujourd'hui, et il y en a, qui se mobilisent bien, qui changent de mode de vie, qui montrent comment on peut construire des alternatives qui sont durables, qui sont résilientes, qui sont humaines, etc., tous ces gens-là ont un point commun, la trouille. Et ensuite, ils en ont fait autre chose. Collectivement, ils ont dépassé la peur. Elle est toujours là, mais elle passe au second plan. Ils créent de l'espoir actif, de l'espoir utile. Donc tous les gens qui vous disent qu'il ne faut pas faire peur, qu'ils en aient conscience ou pas, ce sont des alliés du système. Donc ça, vraiment, secouez-vous là-dessus. Il est temps d'avoir peur, il est temps de faire peur. Dernière chose. Et si vous faites peur, que vous vous arrêtez là, c'est une catastrophe. On a besoin de la peur. Mais il ne faut surtout pas laisser les gens avec leur peur, sans les éclairer, sans les inspirer, sans leur donner des idées concrètes, des exemples éventuellement inspirants, sans tout ça, sans des leviers, des conseils, des warnings. Bon, on va parler de résilience. La résilience, attention, ce n'est pas une finalité, c'est une condition pour tout le reste. La résilience ne peut pas être une finalité, c'est pas bien en tant que soi, la résilience. La résilience de quoi? Si c'est pour rendre résilient une compagnie pétrolière, si c'est pour rendre résilient, enfin, je sais pas, une dictature, c'est très résilient. Hein. La résilience, il n'y a pas de valeur dans la résilience. Hein. Mais par contre, c'est ce qui nous permet effectivement de tenir et de se serrer les coudes au sein du système qui est résilient face à des adversités. Alors, bon, pas mal de choses à dire là-dessus. Maintenant, je suis entre gens qui connaissent le concept de résilience. Mais vous allez voir que moi, j'utilise le concept d'une manière un peu différente. Parce que, vous connaissez ça, hein. La résilience, un système, un choc arrive, un endogène ou exogène, on résiste, après, si c'est trop gros, on se déforme, on passe en mode dégradé, on maintient les fonctions essentielles, on peut rebondir, et si on fait bien les choses, on atteint un autre état, même encore plus résilient qu'au départ. Voilà, ça c'est la théorie, c'est pas facile, mais c'est la théorie. Et elle n'est pas mauvaise, hein, j'ai rien contre. Ok, dépassons ça. Les propositions que vous entendez sont quasi systématiquement des propositions d'atténuation, d'adaptation. D'ailleurs, c'est le GIEC, il y a 3 groupes de travail dans le GIEC, groupe de travail numéro 1 sur la science du climat, le groupe de travail numéro 2 sur l'atténuation, sur l'adaptation, groupe de travail numéro 3 sur l'atténuation. Il y a quasiment toutes les propositions des scientifiques, des experts, c'est atténuation ou adaptation. Et moi, je ne suis pas là-dedans. Et quand vous faites de la résilience, en général, je pense que vous faites de la résilience dans l'adaptation. Et j'ai pas dit que c'était mauvais. Hein. C'est très bien, il faut. Donc ça va être de la résilience de quelque chose de bien spécifique. La résilience de quoi? Vis-à-vis de quel type de risque? Résilience alimentaire. J'ai pas dit que c'était mal. La preuve, je l'enseigne. La résilience alimentaire, tellement c'est important. Donc c'est voilà, la résilience climatique. Il y avait des experts de la résilience des systèmes d'information face au risque cyber. Bon voilà, dans la résilience de quoi face à quoi? On a une ribambelle de résilience spécifique qui s'applique à des systèmes spécifiques face à des types de risques spécifiques. Moi, j'ai trouvé plus intéressant d'aller sur la 3e voie. Et je pense, mais ça ce n'est qu'une intuition personnelle, je ne peux pas le démontrer, que c'est la voie la plus probable. La voie la plus probable, c'est que ça ne va pas marcher, mesdames et messieurs. Et c'est que nous n'arriverons ni à atténuer suffisamment vite, ni à nous adapter suffisamment vite, et qu'on n'a pas de plan B quand on va se retrouver face à des ruptures de continuité graves et durables, potentiellement définitives, qui touchent des chaînes d'approvisionnement vitales quand c'est des choses qu'on ne sait plus produire par nous-mêmes. Voilà ce que je pense, mesdames et messieurs. Et on a besoin d'une forme bien spécifique de résilience. La capacité à s'auto-réorganiser collectivement face à ce type de rupture-là, sans que ce soit le chaos, en se serrant les coudes. Et même si c'est pas magique, hein, parce qu'il y a plein de gens qui
jamais rentreront là-dedans. Malgré tout, on peut faire beaucoup d'efforts qui porteront beaucoup leurs fruits, ça changera tout. Ça s'enseigne, je fais partie des gens qui l'enseignent, on est quelques-uns, ici, avec des approches différentes, mais quand même convergentes. Mais ça s'enseigne, enfin, il y a très peu de gens qui, pour l'instant, ont pris la formation. Voilà. Donc, on n'y est pas. Hein. Les risques systémiques, c'est de ça que je vous parle. Et c'est très différent des risques classiques. Alors, les risques classiques, c'est quoi, mesdames et messieurs? Ce sont des événements qui ont une probabilité d'occurrence qu'on peut évaluer, effectivement. Et puis, face à ça, on fait quoi? On fait de la prévention des risques, et puis si jamais le risque se matérialise, on mettra en place une gestion de crise. Pour revenir à la normale, il y a deux implicites derrière cette méthode. Le premier implicite, c'est que le système est bon et qu'il mérite d'être préservé. Je ne suis pas d'accord. C'est pas le pire, celui dans lequel on vit nous ici. C'est pas le pire, mais je ne suis pas d'accord qu'il soit un bon système. La preuve, il détruit la planète. Il y contribue. Deuxième hypothèse, le système est viable, donc il peut être préservé. C'est objectivement faux. Voilà les deux hypothèses. Donc pour tout un tas de risques spécifiques, pour des crises spécifiques, localisées dans l'espace et dans le temps, ça fonctionne, on a besoin de ça. Mais moi, je vous parle de processus qui sont déjà enclenchés, qui s'accélèrent, qui vont s'aggraver, et il n'y a pas de fin à ces processus. Pas de fin, il n'y a pas de retour en arrière. On le comprend, on s'y adapte, on l'accompagne, le changement, éventuellement on l'anticipe tant qu'on peut encore un peu à certains égards, ou on le subira. Et face à ça, il nous faut une résilience systémique. Alors déjà que systémique c'est difficile, que résilience c'est difficile, j'ai conscience que résilience systémique ça fait un peu beaucoup. Mais je suis désolé, j'ai pas le choix. Je vois pas, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. Et une résilience systémique, on sait ce que je viens de vous décrire un petit peu, mais j'ai quelques clés ensuite que je vais vous donner. Des systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire pas juste nous, mais nous en interaction avec la nature. D'accord ? Avec les ressources de la nature, avec les écosystèmes de la nature. Si pour notre résilience, on va couper toutes les forêts et chasser tout ce qui... parce que du coup on n'aura pas été préparé et qu'on ne saura pas répondre à nos besoins alimentaires ou pas complètement, et du coup il y a quelques millions de crétins qui d'un seul coup vont, sans aucune coordination, s'improviser chasseurs, cueilleurs, pêcheurs, bûcherons, ça va être une belle catastrophe en France. Et après on va bouffer quoi? Donc, non, il faut travailler là-dessus, ce sont les systèmes socio-écologiques qui comptent. À gauche, implicitement, il y a un maintien du statu quo. À droite, cette résilience, elle est nécessairement transformative. Or, beaucoup de gens aujourd'hui qui utilisent le mot résilience, c'est dans une approche relativement classique de la gestion de risque. Éventuellement, ils englobent en plus de la gestion classique des risques une espèce de sensibilisation de la population, mais il n'y a pas de visée transformative. Maintenant, c'est faux, la résilience, elle est transformative. C'est pas moi qui l'ai décidé, c'est qu'il y a un gros corpus académique sur la question de la résilience, et que c'est ça qui définit en partie la résilience. Là. On a un gros problème quand il y a des gens très bien intentionnés, et je ne veux pas cracher dans la soupe, ils ont fait un excellent travail, je ne vais pas dire qui c'est, mais peut-être que vous comprendrez certains, un excellent travail de fond, et qui ont publié un rapport sur la résilience territoriale. Et pour faire ça, ils sont allés interroger, je ne sais combien de dizaines de personnes, qui ont le mot résilience sur la carte de visite. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas, ça. C'est qu'aujourd'hui, la grande majorité des gens qui ont le mot résilience sur la carte de visite n'ont jamais étudié la résilience, ils ne savent pas ce que c'est. On leur a dit, tiens, toi, maintenant, tu es dans l'équipe municipale, là, tu vas être chargé de la résilience du territoire. Ah ouais, super. Débarquer comme ça. On a des milliers de gens en France aujourd'hui qui ont, dans leur titre, ils sont en charge de la résilience, n'ont jamais étudié la question. La plupart des gens n'ont jamais étudié la question. Donc on a beaucoup de conneries qui circulent. Ça c'est compliqué déjà. Puis après il y a des récupérations également. Mais bon, globalement ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans ce contexte où c'est un petit peu compliqué d'y voir clair, on a également des rapports qui sortent et qui font une synthèse, mais une synthèse faite à partir d'avis très divergents, et beaucoup de ces avis sont carrément incompétents. Et ça donne pas une vérité au final. Et on en déduit quoi? Que la résilience territoriale, c'est un moyen pour aller vers la transition écologique. Mais en aucun cas. Mais ça n'a strictement rien à voir. Hein. La résilience n'est pas une question d'écologie, c'est une question de sécurité. Alors c'est lié, parce que nécessairement, on est obligé d'intégrer les dimensions écologiques pour faire de manière cohérente et dans le long terme de la sécurité. Voilà, d'accord, donc c'est forcément lié. Pour autant, c'est pas pareil. Regardez l'AdBlue, un exemple spécifique. L'AdBlue, c'est écologique, c'est pas résilient. Voilà. Il y a plein de choses qui, plus on va dans l'écologie, plus on s'éloigne de la résilience, et des fois c'est convergent, des fois ça l'est pas. Il n'y a pas de règle, ou des fois ça l'est, c'est juste, c'est pas la même chose. Donc, des fois c'est naturellement convergent, des fois c'est naturellement divergent. Il y a des arbitrages extrêmement difficiles à faire entre les deux parfois. Et donc l'idée c'est le positionnement de curseur, où on est peut-être à 80% de la durabilité et à 80% de la résilience. Plutôt que d'être à 100% de la durabilité et de tomber à 40% de la résilience, au contraire. Voilà. Bref. À gauche, les rapports de force sont inchangés, et à droite, il s'agit d'empouvoirer les gens, d'en capaciter les gens. Imaginez maintenant
Je vais dépasser de 5 bonnes minutes, mais je vais terminer quand même. Imaginez maintenant que nous sortions de l'ère du pétrole abondant et bon marché, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir, ça c'est rapide, mince, je m'en fiche, voilà. Il faut savoir qu'en France, nous avons un concept qui est défini dans le Code de la Défense, qui est le secteur d'activité d'importance vitale, et que dans la loi de programmation militaire qui est en cours jusqu'en 2025, on définit quels sont les secteurs d'activité d'importance vitale. L'alimentation est un secteur d'activité d'importance vitale, mesdames et messieurs, donc s'il y a un problème à ce niveau-là, il y a des plans qui sont prévus, notamment plans Orsec, pour prendre en charge les chaînes de distribution alimentaire, etc. Donc l'alimentation est un secteur d'importance vitale, pas l'agriculture. Il n'y a aucun lien qui est établi entre la production et la consommation. Aucun lien. Parce qu'on n'imagine pas qu'il pourrait y avoir une distribution généralisée. Ce sera forcément localisé. Donc s'il y a un problème de production là, bon, c'est pas grave, on fera venir d'ailleurs. Voilà, point. L'agriculture n'est pas vitale. Bon, alors, on est dans une logique de flux tendu, on élimine les stocks pour réduire les coûts, les individus produisent plus leur nourriture, ils la stockent plus, ils la transforment plus, 70% de la bouffe qu'ils achètent, ça donne la grande distribution, il y a moins de 3 jours de stock dans ces points de vente, les lieux de production et les lieux de consommation sont distants les uns des autres, plus aucun lien entre les deux, en plus il n'y a plus de stock, il y a la ville, il y a la campagne, il n'y a plus de stock stratégique parce que ça, oh, c'est du passé. On rajoute à ça que les gens n'ont absolument plus aucune tolérance à la frustration. Et je vous pose la question, en cas de rupture prolongée de l'approvisionnement en denrées ou en carburant ou en intrants, on tient combien de temps? Imaginez ça, mesdames et messieurs. Parce que ce jour-là va arriver. Et probablement, la plupart d'entre nous ici vont le vivre. Sous une forme ou une autre. Maintenant, imaginez que, paf, on s'est mis en capacité de satisfaire les besoins vitaux pour toujours en cessant d'être tributaire de chaînes d'approvisionnement pétrodépendantes. Pour l'essentiel, hein, juste pour ce qui est vital. On s'est organisé pour que la nourriture puisse être produite, les systèmes de production opérés et maintenus avec ceux dont on dispose dans un rayon géographique maîtrisable. Pareil pour l'énergie, pareil pour les systèmes de transport, sans dépendre intégralement du pétrole abondant et bon marché qu'on n'a pas chez nous, sans utiliser des machines directement ou indirectement qui ne fonctionnent parce qu'il y a une puce électronique qui n'a pu être produite qu'à Taïwan sur une machine qui n'est produite qu'aux Pays-Bas. Vrai. On arrête d'être con. Donc, pour les choses importantes, il faut se démerder avec ceux dont on dispose dans un rayon géographique maîtrisable. Ça ne veut pas dire autarcie. Ça ne veut pas dire 30 km non plus, ça peut être plus que ça, mais malgré tout, il ne faut pas exagérer. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher la performance à tout prix. La performance doit être correcte, mais surtout, maintenant, on a besoin de résilience, on a besoin de robustesse aussi, et de malléabilité, et d'adaptabilité des systèmes en mode dégradé. Voilà ce dont on a besoin. Voilà la nouvelle priorité qu'il y a à mettre dans les cahiers des charges, notamment ceux de la commande publique. Il est temps de penser différemment. Par exemple, sur la question de la mobilité, on entend parler des véhicules électriques ou à hydrogène. On réindustrialise la France pour faire du lithium pour produire des batteries de voitures. On va basculer du thermique vers l'électrique. Et c'est une connerie absolue. Absolue. On n'a pas besoin de voitures électriques, on a besoin de véhicules électriques, mais pas forcément de voitures individuelles électriques. C'est pas ça le but, pour juste que Peugeot, Renault et compagnie puissent continuer à faire le même business avec simplement des aménagements techniques. C'est pas ça le but. D'abord, il faut poser la question des nouveaux systèmes de transport et des nouvelles offres de services en matière de mobilité et de transport dont on a besoin. Et on ne saura répondre à cette question que si on a préalablement posé la question, c'est quoi les nouveaux usages en termes de mobilité et de transport qu'on veut promouvoir. Et on ne saura répondre à cette question que si on a préalablement posé la question, c'est quoi nos besoins. Il faut réévaluer collectivement les besoins de mobilité et de transport. C'est un choix collectif, c'est un modèle de société, c'est une approche systémique et culturelle, mesdames et messieurs. C'est par là qu'il faut prendre cette question-là et toutes les autres. Les questions, maintenant, il faut les poser différemment. Il faut aller là où ça fait mal. Il faut aller là où ça dérange. Comment faire pour que n'importe qui, n'importe où, surtout au fin fond d'une campagne, puisse vivre une vie satisfaisante, répondre à ses besoins essentiels, assurer sa sécurité et celle de ses proches, le tout durablement, sans avoir à posséder de voiture. Si vous ne trouvez pas, s'il n'y a pas des gens, si vous ne continuez pas à essayer de trouver, de faire émerger des réponses à cette question-là, ça va être un joyeux bordel largement avant 15 ans. Hein. Et le bordel ne restera pas dans les campagnes. Hein. Donc voilà, des enjeux. On a des filières matériaux biosourcés et géosourcés en France, des choses qu'on produit sur notre sol, avec derrière des gens qui trouvent des moyens d'utiliser ces ressources, le lin, le chanvre, des choses qu'il y a dans le sol. Renseignez-vous, il y a plein de choses qu'on peut faire sans avoir besoin de dépendre de choses qu'on fait venir d'ailleurs, du nylon, du coton, je ne sais quoi. Renseignez-vous sur l'élotech. C'est dommage que Philippe Iwix n'ait pas pu être là, notamment allez lire cette note. J'y ai participé, mais c'est quand même lui qui a coordonné le groupe de travail. Elle est extrêmement importante. C'est quoi l'innovation low-tech? Et qu'est-ce que ça n'est pas non plus? Ce n'est pas de l'innovation frugale, par exemple. C'est très différent, contrairement à ce que certains essaient de faire passer comme message. Il y a un rapport de l'ADEME, malheureusement mon nom est dessus, je suis pas du tout d'accord. Il est très bon, le rapport, mais par contre, il y a le truc le plus important que je ne suis pas d'accord, c'est la définition.
définition, on dit que l'innovation low-tech, parfois appelée innovation frugale, what? Non, 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 non. Par certains, oui, mais ça, c'est pas vrai. C'est très différent. Donc vous lisez cette note, elle est absolument indispensable. Et regardez cette infographie également. Bon là, toute seule, ça ne veut rien dire, puisqu'il n'y a pas la légende. Vous trouverez tout ça sur le low-tech, sur le Wikipédia consacré au low-tech. Et vous verrez que le low-tech, ce n'est pas un gars qui pédale pour faire tourner le tampon de sa machine à laver. Vous verrez que le low-tech, c'est un enjeu d'innovation, de R&D, c'est un enjeu d'industrie majeur. Ça n'a évidemment pas été compris à ce stade encore par les industriels qui voient ça de très loin comme du gadget plus, d'ingénieurs bobos, de transitionnaires gna gna gna, ou c'est bien pour un village en Afrique, il ne faut pas déconner pour la France quand même. Voilà, c'est cette vision-là. Mais non, je suis désolé, non, non. C'est un enjeu majeur qui permet, théoriquement, en tout cas qui a le potentiel de nous permettre de développer des systèmes qui sont durables au sens de la durabilité forte, et aussi résilients, mais une fois de plus, en permettant de faire des arbitrages entre les deux, puis avec une transformation culturelle. Allez voir sur le Wikipédia, je continue. Oui, mais c'est joli, j'ai déjà dit, voilà, hop. Là, il faut relocaliser un certain nombre de choses, il faut diversifier, je parle de la bouffe, il faut réaménager les territoires, il faut préserver le foncier nourricier, il faut soutenir les secteurs vitaux, notamment la bouffe, l'eau, des choses comme ça, mais sous condition de changement de pratique. Il ne s'agit pas de subventionner le système pour qu'il dure tel quel, il s'agit de prendre l'opportunité au sein de chaque crise pour changer les choses, pour que ce soit derrière plus durable et plus résilient. L'agroécologie, l'agroforesterie, la permaculture, toutes les techniques sur sol vivant. Vous ne connaissez pas, vous ne vous y intéressez pas, grave erreur. Il est toujours temps d'aller lire là-dessus, ça vous concerne. La végétalisation vivrière des agglomérations, ça c'est une clé très intéressante. On produit une partie de notre bouffe, on le fait ensemble, interquartier, on fait de temps en temps un bon gueuleton, on apprend à discuter, on apprend à se connaître. On n'est pas tous copains, mais ça crée de la résilience. Le bouclage des cycles de nutriments, ouais, il va falloir renvoyer vers les sols, notamment le phosphore. Et donc, il est temps, en ville, à la campagne, ça peut être des toilettes sèches, mais en ville, il est temps d'équiper tous les foyers de toilettes à séparation d'urine et de mettre en place une récupération et un traitement de ces urines pour les revaloriser comme intrants agricoles. Ça fonctionne très bien, mesdames et messieurs, mais on ne le fait pas. Ça demande des gros investissements dans les grandes villes. Il faut le faire. Il faut des circuits courts locaux, des économies locales, des monnaies locales, des systèmes d'échange locaux. Je ne développe pas, c'est juste des mots-clés. On continue. Et tout ça en solidarité, inclusivité, solidarité sociale et cohésion territoriale, non pas parce que ça me plaît, mais parce que là, pour le coup, je reprends ma casquette d'expert des systèmes résilients. S'il n'y a pas ça, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Dans un contexte de réduction des ressources, ceux qui durent, ce sont ceux qui s'entraident. Et quand je dis entraide, attention, ce ne sont pas ceux qui se replient et qui s'entraident entre eux, dans leur entre-soi. C'est ceux qui s'entraident intra-communautaires et intercommunautaire, intraterritorial et interterritorial. Sinon, ça ne marchera pas. Les leviers clés, la gestion partagée des communs, on pose la question de nos besoins, de quoi dépend la satisfaction durable de ces besoins. La réponse à cette question, ce sont des communs qu'on doit gérer en commun, qu'on doit gérer de façon durable avec les gens dont l'avenir en dépend. Pas juste un élu bien intentionné qui sera peut-être plus là dans 5 ans, avec les gens qui localement en dépendent. Et si on garantissait l'accès à l'essentiel à tous, notamment, par exemple, moi je reviens, j'étais à Montpellier, hier matin, à Montpellier, ben ça y est, maintenant les 15 premiers mètres cubes d'eau sont gratuits pour tout le monde, et après tu payes plus cher, et plus tu consommes, plus tu payes cher. À mon avis, ce n'est pas assez, c'est pas assez évolutif le prix. C'est pas assez cher pour ceux qui consomment beaucoup, pour que ce soit vraiment disruptif, malheureusement. Mais en tout cas, l'idée est là. Et même Macron en a parlé, apparemment ça lui plaît, j'ai été assez surpris, mais globalement, j'étais surpris parce qu'il ne se rend peut-être pas compte à quel point ça peut être basculant, ce genre de mesure. Bref, si on garantissait la même chose pour l'eau, pour la bouffe, renseignez-vous sur la sécurité sociale alimentaire, pour l'énergie de manière plus générale, pour les transports, pour l'accès à l'information, la santé, comme on a pareil pour la santé, la sécurité sociale tout court. Là, renseignez-vous également sur la dotation inconditionnelle d'autonomie qui, globalement, dans les grandes lignes, un peu ce que je suis en train de décrire. Si on garantissait l'accès à l'essentiel à tous, et après tu payes plus cher, donc finalement ça s'équilibre et ça coûte rien à la collectivité, et bien ça dégage des marges de créativité, mesdames et messieurs. Parce que j'entends toujours dire, oui, mais les gens, ils vont trouver, ils vont innover. Ouais, tant qu'ils ont à bouffer. Tant qu'ils ont à bouffer. Parce que si tu sais pas ce que tu vas donner à manger à tes gosses dans 3 semaines, tu n'innoves pas. Hein. Innover, c'est prendre des risques. On ne prend pas de risques quand on a déjà peur. Et donc, il faut stabiliser et rassurer les gens, même si ça ne résout pas tous les problèmes. Ils savent que dans le pire des cas, dans 3 mois, dans 6 mois, ils auront de quoi nourrir leurs gosses. Ça change tout. Ils prendront des risques, ils innoveront, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas encore qui émergeront. Voilà, tout ça, ça doit se passer via des expérimentations. Parce que ça ne viendra pas du haut. Ça ne viendra pas du haut. Quand je dis du haut, je parle des grandes décisions nationales, voire supranationales.
Et je ne suis pas en train de dire, là c'est pareil, tout est en nuance et c'est compliqué, vous l'aurez compris, quand on voit autant de choses en 1h30 et qu'en plus on veut mettre de la nuance à tous les étages, c'est compliqué. Ça ne signifie pas « Ah, le politique est inutile ». Non, 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 non. Nous avons besoin de grandes décisions politiques au niveau territorial et au niveau national et au-delà. Et nous avons besoin de gens qui s'engagent pour peser sur le politique, l'inspirer, l'inciter, l'inviter, ou lui mettre la pression, voire pire si jamais il ne comprend pas. On a besoin de ça. On a besoin de gens qui s'impliquent eux-mêmes en politique. Ok, très bien. Mais n'attendons pas non plus que les bonnes décisions soient prises. On ne sait pas si ça viendra. Il y a plein de décisions qui peuvent être prises, qui changeraient beaucoup de choses, mais qui ne changeront jamais le système. Ça, par contre, c'est sûr. On peut faire en sorte que ce soit beaucoup moins destructeur, mais pour autant, on ne changera jamais le système par les gens qui tiennent les leviers de ce système. Leur but, c'est de le maintenir, pas de le changer. Ils ont du pouvoir au sein de ce système. La bonne nouvelle, c'est qu'au-delà de ce système, pour en créer un autre, c'est nous qui avons le pouvoir. Et on l'a, là où on a des marges d'impact réel, d'influence, c'est au niveau territorial. Et ensuite, on se reliera de façon interterritoriale. Donc il faut des expérimentations pour tout un tas de choses qui constituent des pièces d'un puzzle qui est un nouveau projet de société. Voilà ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas créer un nouveau projet de société. Par contre, on peut tester, identifier, expérimenter et valider, ici et là, des pièces différentes du puzzle. Pour qu'au moment de la bascule, ou des bascules, pas celle qu'on aura, je suis désolé, réussi à engager. Là, c'est mon avis personnel. J'ai perdu à peu près tous les autres penseurs et experts de la chose qui, eux, continuent de dire « Voilà ce qu'il faut faire, j'ai une super idée, j'ai des préconisations, voilà mes propositions ». Et la plupart de ces propositions, beaucoup de propositions sont extrêmement bonnes, et elles seraient super et peut-être même disruptives si elles marchaient. Encore faut-il qu'elles marchent. Moi, je pense que ça ne marchera pas. Je pense qu'il y a des bonnes propositions qui peuvent être mises en place, mais qu'à partir du moment où elles deviennent trop transformatrices, elles vont être bloquées. Elles ne marcheront pas, les gens ne joueront pas le jeu. Donc, je pense sincèrement que le changement systémique ne peut venir que du concret territorial et ensuite remonter dans un second temps vers le haut. Et donc, je terminerai, avant ma toute petite conclusion, mais je terminerai par cette idée. Quoi que vous entrepreniez, quoi que vous fassiez, votre projet n'est pas votre projet. C'est un projet pour le monde. C'est un projet qui va changer le monde. Et comment on fait ça? Eh bien, mesdames et messieurs, en changeant de posture et en comprenant qu'avant toute autre chose, nous devons devenir chacun, individuellement et collectivement, des agents d'un changement de nature culturelle. Il faut changer la posture, il faut changer la manière dont on voit les choses, il faut reposer la question des besoins et des finalités. Et il faut être inspirant en le faisant. On n'est pas tous égaux devant la capacité à inspirer, certes, mais il faut essayer de l'être. Et donc, ça veut dire que vos projets, vous les documentez. Quoi que vous fassiez, je pense que, je ne dis pas que c'est un absolu, si vous pensez autre chose, je suis prêt à en discuter après. Mais moi, je pense qu'il faut 4 types d'éléments. Premier type d'élément, des comptes rendus. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, voilà pourquoi selon nous. Deuxième type d'élément, des indicateurs. Voilà sur quoi on a réussi concrètement et objectivement à jouer, à la hausse ou à la baisse. Troisième type de choses, des témoignages. Là, on est dans le subjectif. Il faut poser des questions aux gens. Pourquoi tu viens? C'est quoi tes peurs de l'avenir? C'est quoi nos vulnérabilités? C'est quoi tes espoirs? C'est quoi nos atouts? C'est quoi nos forces? Est-ce que tu crois que si demain c'était la grande cata, est-ce que tu penses que tes voisins ils sont plutôt dans l'entraide ou pas? On pose ces questions-là. L'important n'est pas la réponse. L'important, c'est qu'on repose des questions tous les ans aux personnes qui font partie de la dynamique territoriale et que c'est comment les réponses évoluent au cours du temps. C'est ça qui est intéressant. Et enfin, dernière chose, des images, des gens et des lieux. Avec tout ça que vous aurez gentiment mis dans un disque dur, et même plusieurs parce que vous faites des backups, avec tout ça, vous pourrez, au bout de 3 à 4 ans, raconter l'histoire d'une transformation territoriale. Regardez les gens, comment ils se sont transformés. Regardez les lieux, comment ils se sont transformés. Vous avez des images, vous avez des choses à la fois concrètes et abstraites. Et ça va être inspirant. Choisissez quelqu'un qui sait raconter les histoires pour vous accompagner dans la mise en récit de cette chose-là de façon inspirante. Travaillez avec des gens qui ont du goût pour rendre les choses belles aussi. Un super bon projet, c'est très bien, mais un super bon projet beau, c'est vachement mieux. Et au final, vous allez inspirer des gens avec votre histoire. C'est parce que c'est inspirant que ça va se propager. C'est parce que ça va se propager qu'il y a des gens ailleurs qui vont reprendre ce que vous avez fait et l'adapter chez eux, ailleurs en France, et peut-être même à l'autre bout du monde. Et sans résoudre tous les problèmes. C'est quand même comme ça qu'on passe du local au global, mesdames et messieurs. Vous êtes aujourd'hui, en tout cas je vous y invite sérieusement, des agents d'un changement plus général. Face à ces enjeux de durabilité et de résilience, on peut se dire, je vais faire mieux à mon niveau, je vais essayer d'inventorier ce à quoi je suis prêt à renoncer moi, je vais consommer différemment, tout ça. Ou on peut se dire, nous devons devenir ensemble de meilleurs citoyens, embrasser un rôle d'agent d'un sursaut culturel vers une durabilité et une résilience sociétale. Voilà le rôle qu'on doit se donner, l'un n'empêche pas l'autre, les deux sont très importants. Mesdames et messieurs,
Pour clôturer, on doit basculer de l'artificialisant au régénératif. Tout ne peut pas être régénératif. Il y a pas mal de leviers de marge de manœuvre en la matière. Et construire des alternatives, concrètement, sans attendre que tout le monde soit aligné. On y va, on y va. On y va avec ceux qui sont déjà prêts. Et ça doit être inspirant. C'est un travail collectif, collaboratif, avec un écosystème d'acteurs du changement, parmi lesquels on trouve des penseurs, des faiseurs, des inspirateurs, des organisateurs et des facilitateurs. Les penseurs sont des gens qui étudient, conceptualisent et proposent des choses, j'en fais partie. Les faiseurs sont des gens qui mettent au point, montrent l'exemple, transmettent leur savoir et savoir-faire, j'en fais pas vraiment partie. Les inspirateurs, ce sont les gens qui racontent, diffusent et rendent inspirants, j'essaye d'en faire partie, j'espère que ça va fonctionner avec certains d'entre vous aujourd'hui. Les organisateurs sont des gens qui structurent, animent, coordonnent un projet, une dynamique territoriale, un réseau, un mouvement. J'en fais pas partie, il faut avoir des compétences que je n'ai pas. Et puis les facilitateurs sont des gens qui ont des moyens, ça peut être de l'argent pour financer ou autre chose. Ils peuvent patronner, ils peuvent encapaciter les gens, ils peuvent prêter, louer, donner, vendre un lieu, un terrain, un local, du matériel, ils peuvent faire du mécénat de compétences, ils peuvent intervenir à des moments clés pour débloquer un projet, ils peuvent ouvrir l'accès à un réseau, etc. Je vous ai dit où j'essayais d'être dans cette étoile. Et maintenant, quel acteur du changement êtes-vous, mesdames et messieurs? Quel acteur du changement pouvez-vous être? Et peut-être plus important que l'acteur du changement, voulez-vous être? Déjà, répondez à cette question pour vous, et puis ensuite trouvez-vous les uns les autres et travaillez ensemble. Nous avons une chance inouïe, mesdames et messieurs, je le pense en fait sincèrement, celle de pouvoir devenir les héros de nos gosses. Il suffit de le décider. On est à une croisée des chemins et c'est le déclic ou le déclin. Merci mesdames et messieurs.